Bonjour. Écrivez en commentaire d'où vous venez. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Bonne écoute. Le jour du 9e anniversaire de son fils, son mari déclara « Ce n'est pas mon enfant ». Sa belle-mère acquiesça et la traita de débauchée. Blanca les regarda en silence et fit ce qu'elle aurait dû faire 9 ans plus tôt. Le lendemain, il hurlait au téléphone « Blanca, qu'est-ce que tu as fait ? Reprenons notre fils ». Mais avant qu'il ne crie ces mots dans le combiné, il y avait eu ce jour-là, cette fête qui aurait dû être la plus heureuse de l'année. Et qui devint le dernier jour de son ancienne vie. La fête battait son plein. Le soleil inondait le vaste salon de leur maison de campagne, jouant sur les verres en cristal et les couverts en argent. Dans l'air flottaient les parfums de gâteaux fraîchement cuits, de fleurs et de bonheur enfantin. Blanca Lefebvre, en parfaite maîtresse de maison, virevoltait entre les invités, veillant à ce que les verres soient pleins, que les enfants ne s'ennuient pas, que la musique ne soit pas trop forte. Son visage affichait un sourire impeccable, mais en elle grandissait depuis des heures une sourde inquiétude. Son fils, Cédric, était le centre de cet univers. Aujourd'hui, il avait 9 ans. Blond, avec des yeux sérieux, il montrait avec fierté à ses amis sa nouvelle console de jeu, le cadeau de ses parents. Il riait, et ce rire valait pour Blanca plus que tout au monde. Pour ce rire, elle avait sacrifié sa carrière d'architecte, ses ambitions, sa liberté. Elle était devenue l'épouse idéale de Félix Lefebvre et la belle-fille parfaite de sa mère, Renata, cette femme de fer qui tenait d'une main de fer non seulement la famille, mais aussi la moitié du secteur du bâtiment de la ville. Les invités étaient à la hauteur de la famille influents, riche. Des partenaires d'affaires, des responsables municipaux avec leurs épouses, des directeurs de banque. Chaque toast sonnait comme un serment de fidélité au clan Lefebvre. Blanca hochait la tête, souriait, acceptait les compliments pour sa maison et pour son fils. Et du coin de l'œil, elle cherchait toujours son mari. Félix ne partageait pas la joie générale. Il restait au bar improvisé dans un coin du salon et buvait. Pas comme lors d'une fête, mais comme lors d'un enterrement sombre, obstiné, versant du whisky d'une main lourde. Il ne regardait presque pas son fils. Quand Cédric courut vers lui pour lui montrer un cadeau, Félix se contenta de lui ébouriffer les cheveux d'un geste distrait avant de se détourner et de replonger les yeux dans son verre. Blanca ressentit un frisson glacé. Cela durait déjà depuis plusieurs mois. Son détachement, son irritabilité, son alcoolisme qui devenait de plus en plus fréquent et répugnant. À côté de lui, figée comme une statue, se tenait Renata. Dans son strict tailleur bordeaux, elle ressemblait à un général inspectant ses troupes. Elle ne buvait pas, mangeait à peine, et lançait de temps en temps autour d'elle des regards froids et évaluateurs. Blanca vit sa belle-mère murmurer quelque chose à Félix, doucement mais avec insistance. Il écoutait, la tête basse, puis vida d'un trait un autre verre. Quelque chose allait se produire. Blanca le sentait jusque dans sa peau. Elle tenta d'approcher, d'emmener Félix, mais il la repoussa d'un geste, comme une mouche agaçante. Enfin, arriva le moment culminant. On apporta dans le salon un immense gâteau, décoré de figurines de super-héros. Les enfants se précipitèrent autour de la table en criant de joie. Blanca alluma 9 bougies, dont les flammes vacillèrent dans des dizaines de regards émerveillés. « Fais un vœu, mon trésor », murmura-t-elle à Cédric en le serrant contre elle. La pièce résonna du chant collectif « Happy Birthday to you ». Cédric ferma fort les yeux, inspira profondément et souffla toutes les bougies d'un coup, sous les applaudissements des invités. Il riait heureux, insouciant. À cet instant, il n'était qu'un garçon de 9 ans fêtant son anniversaire. Et c'est à ce moment précis qu'un bruit sec et assourdissant brisa le silence. Félix. Il se tenait au milieu de la pièce, chancelant. Son verre n'était plus dans sa main, il s'était brisé en 1000 morceaux à ses pieds. Le whisky s'étalait en une sombre tache sur le parquet clair. Toutes les conversations s'arrêtèrent net. La musique cessa. Les enfants se réfugièrent effrayés dans les bras de leurs parents. Dans le silence pesant, on entendait la respiration lourde et saccadée de Félix. Son visage était cramoisi, ses yeux troubles et remplis de rage. Blanca resta figée avec le couteau du gâteau à la main. Le monde entier se réduisait à la silhouette de son mari. Elle vit sa main se lever lentement, son doigt tremblant pointé droit sur Cédric, qui restait devant le gâteau avec un sourire déjà perdu. La voix de Félix était rauque, brisée. Il toussa puis rugit devant tout le salon, devant toutes ces femmes poudrées et ces hommes en costume. « Ce n'est pas mon fils. » Les mots frappèrent Blanca comme une gifle. L'air lui manqua. Elle vit les visages des invités se figer, certains s'exclamer, d'autres détourner précipitamment les yeux, feignant de n'avoir rien entendu. Mais tous avaient entendu. Tous avaient vu. Le petit monde qu'elle avait construit avec tant de soin pendant 9 ans s'effondrait sous ses yeux, l'ensevelissant sous ses débris.
Cédric avait cessé de sourire. Il fixait son père avec de grands yeux apeurés, incapable de comprendre ce qui se passait. Alors Renata avança. Pas vite. Chaque pas était mesuré, chargé de solennité. Elle posa une main lourde et autoritaire sur l'épaule de son fils, et leva les yeux non vers lui, mais vers Blanca. Son regard était glacé, plein d'un mépris sans masque. C'était le regard d'une victorieuse. Nous savions depuis longtemps qu'elle était une débauchée, déclara Renata d'une voix forte et claire, afin que tous entendent. Sa voix ne trembla pas. Elle n'accusait pas, elle constatait. Elle prononçait une sentence. Débauchée. Ce mot simple et ignoble acheva de la détruire. Il la cloua au pilori devant toute la ville. Blanca sentit le sang quitter son visage. Elle sentit sur elle des dizaines de regards curieux, accusateurs, compatissants. L'humiliation était physique, elle l'étranglait, la brûlait. Elle aurait voulu disparaître, crier, pleurer. Mais elle regarda Cédric, son visage pâle, sa lèvre tremblante, et comprit qu'elle ne pouvait pas se le permettre. Pas maintenant. Quelque chose se brisa en elle. Le choc glacial fit place à une rage glacée, brûlante. 9 ans de peur. 9 ans de mensonges. 9 ans à être une marionnette docile entre les mains de cette femme en tailleur bordeaux. Assez. Elle redressa le dos. Elle leva le menton. Son regard croisa celui de Renata, et il n'y avait plus ni peur, ni supplication. Seulement une froide détermination, calme et ferme. Elle posa lentement le couteau sur la table. Puis elle se tourna vers son mari, qui respirait encore lourdement, désorienté par son silence. Sa voix, quand elle parla, résonna d'une clarté et d'un calme surprenant. Elle trancha le silence tendu comme un scalpel. « Tu as raison, Félix, » dit-elle. Un souffle parcourut la pièce. C'était un aveu. Total, sans réserve. Félix cligna des yeux, sa certitude ivre semblait vaciller. « Cédric n'est pas ton fils. » En disant cela, Blanca reporta son regard sur sa belle-mère. Elle fixa Renata droit dans les yeux, et, l'espace d'un instant, la femme de pierre perdit sa rigidité. Dans ses yeux passa une ombre de trouble. Blanca fit une courte pause, laissant le temps à chacun d'assimiler ses mots, puis conclut, injectant dans chaque syllabe tout le venin et toute la douleur de 9 années de mensonges. Mais il est un Lefebvre. Et il l'a toujours été. Une énigme resta suspendue dans l'air. Ce n'était pas une justification. C'était une accusation. Et elle ne visait pas Félix, pitoyable et ivre, mais la femme puissante qui se tenait à ses côtés, certaine de sa victoire. À présent, c'était Renata qui la regardait comme si elle voyait un fantôme. Et Blanca soutenait ce regard en silence, sachant qu'elle venait d'appuyer sur la gâchette de la guerre qu'elle attendait depuis 9 longues années. Les secondes où ses paroles flottaient encore dans l'air semblèrent une éternité. Le silence dans le salon était dense, presque tangible. Puis le monde explosa. Pas en cris. Bien pire. Ce fut une fuite silencieuse, paniquée. La première à céder fut l'épouse du maire, une femme corpulente couverte de perles. Elle se rappela soudain une urgence, attrapa son sac, et sans regarder les hôtes, trottina vers la sortie, entraînant son mari. Après elle, les autres suivirent comme à l'appel d'un chef. C'était comme voir des souris s'échapper d'une maison en feu. Personne ne dit au revoir. Ils détournaient simplement le regard, marmonnaient quelques mots à leur compagne, enfilaient à la hâte manteau et veste. Leur visage mêlait curiosité, dégoût et la peur d'être éclaboussés par ce scandale sale et étranger. La famille Lefebvre, encore auréolée d'admiration une demi-heure plus tôt, devenait soudain quelque chose de contagieux, de toxique. Blanca restait immobile, observant cet exode. Elle ne ressentait pas de honte. Seulement du froid. Elle voyait les parents presser leurs enfants vers la sortie, jetant des regards effrayés à Cédric, figé devant le gâteau comme une petite statue de pierre. La fête était morte. Les ballons multicolores suspendus au plafond semblaient soudain vulgaires et ridicules, et le gâteau intact une couronne funèbre. Quand la porte se referma derrière le dernier invité, le salon parut immense et vide. Et dans ce vide, Félix éclata enfin. La torpeur de l'alcool céda la place à la rage et à l'incompréhension. « Qu'est-ce que tu as dit » gronda-t-il en avançant vers Blanca. Ses yeux étaient injectés de sang. « Qu'est-ce que ça veut dire, Lefebvre ? Tu m'as trompé avec quelqu'un de la famille ? Avec qui ?» Il la saisit par le bras, ses doigts s'enfonçant dans sa peau. Mais Blanca ne broncha pas. Son regard restait fixé sur Cédric. Le garçon sursauta au cri de son père et se mit à pleurer doucement, cachant son visage dans ses mains. « Félix, arrête !» ordonna Renata d'une voix dure. Elle s'interposa, repoussant son fils. « Pas devant l'enfant.
Nous en parlerons plus tard. Non, je veux savoir maintenant. Félix était incontrôlable. Il repoussa sa mère. Elle m'a humilié. Elle a sali toute la famille. Qu'est-ce que tu racontes, Blanca? Explique-toi. Blanca se tut. Elle dégagea doucement son bras de son emprise et avança vers son fils. Elle s'agenouilla devant lui, retira ses petites mains de son visage en larmes et murmura doucement. « Viens, mon cœur, allons préparer nos affaires. » Cédric la regarda avec des yeux pleins de larmes, perdu, mais hocha la tête et s'agrippa à sa main comme à une bouée. « Préparez vos affaires? Où ça ?» hurla Félix. « Tu ne partiras nulle part. Et tu n'emmèneras pas mon fils. » Blanca l'ignora. Elle se leva, tenant Cédric par la main, se dirigea calmement vers l'escalier menant à l'étage. « Blanca, je t'ordonne de t'arrêter. » La voix de Renata claquait comme de l'acier. « Tu restes ici et tu t'expliques. Tu n'as pas le droit de partir. » Blanca ne tourna même pas la tête. Elle continua d'avancer. Chaque marche était un pas hors de cette cage étouffante où elle avait vécu 9 ans. Dans son dos, elle sentait leur rage, leur impuissance face à son calme soudain et inexplicable. Dans la chambre, elle sortit une grande valise du haut du placard et la jeta sur le lit. Elle agissait méthodiquement, sans agitation. D'abord les affaires de Cédric Jean, quelques pulls, des t-shirts, des sous-vêtements. Son ours en peluche préféré, sans lequel il ne dormait jamais. La tablette. Le chargeur. Puis ses propres affaires. Pas de robe de soirée ni de bijoux. Seulement l'essentiel jean, un pull chaud, quelques chemisiers, ses papiers, et chaque billet d'euro en liquide tiré du tiroir de la commode. Elle bougeait comme un automate, et ce geste mécanique la protégeait de l'effondrement. Cédric était assis sur le lit, la suivant du regard en silence. Il ne pleurait plus, seulement des petits sanglots échappaient. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Félix se tenait sur le seuil. L'ombre de Renata planait derrière lui. « Qu'est-ce que tu fais ? Je parle. » Sa voix était plus basse, mais encore plus menaçante. « Tu crois que je vais te laisser partir ? Après ça, tu as détruit ma vie. » Blanca ferma la fermeture de la valise de Cédric, puis la sienne. Elle les souleva, une dans chaque main. « Tu ne sortiras pas d'ici, » répéta Félix, bloquant le passage. « Tu es ma femme. » Elle a sali le nom des Lefebvre, ajouta Renata derrière lui. Elle n'a rien. Ni travail, ni argent. Où ira-t-elle ? Dans la rue ? Qu'elle réfléchisse encore. Blanca les regarda. Son mari, le visage tordu par une enivre. Sa belle-mère, froide et calculatrice, persuadée de l'avoir coincée. Elle ne répondit rien. Elle prit simplement la main de Cédric et marcha droit sur Félix. Il ne bougea pas. Un instant, il sembla prêt à la frapper. Mais elle le fixa droit dans les yeux, et son regard n'exprimait que le vide. Alors il recula. Il se déplaça sur le côté, la laissant passer comme si elle était invisible. Elle descendit les escaliers, les valises lourdes à la main. Cédric marchait près d'elle, serrant sa main. En bas, dans le salon dévasté, flottait une odeur de whisky et de malheur. Près de la porte, elle mit la veste de son fils, enfila la sienne. Personne ne tenta de l'arrêter. Il restait là-haut, 2 silhouettes sombres, la regardant s'éloigner en silence. La nuit était froide. Blanca installa Cédric dans la voiture, l'attacha, jeta les valises à l'arrière. Elle prit le volant. La clé tourna. Le moteur rugit. Elle ne jeta pas un regard à la maison qu'elle avait crue sienne pendant 9 ans. Elle appuya simplement sur l'accélérateur et franchit le portail, emmenant son fils vers l'inconnu. Elle ne partit pas chez ses amis, pour ne pas les mettre en danger. Elle ne partit pas chez ses parents à Toulouse, pour ne pas les alarmer trop tôt. Elle prit une chambre dans le premier motel au bord de la route, à la sortie de la ville. Une petite chambre avec 2 lits étroits et une odeur d'humidité. Cédric, épuisé, s'endormit presque aussitôt, serrant son ours en peluche. Blanca, elle, ne dormit pas. Assise sur une chaise près de la fenêtre, elle fixait la nuit noire, repassant sans cesse la dernière phrase lancée par Renata. La guerre avait commencé. Et il n'y avait plus de retour en arrière. Au matin, la vibration furieuse du téléphone la réveilla. Félix. Son nom brillait sur l'écran. Son cœur battait fort. Elle se força à décrocher. Un silence de quelques secondes. Puis elle entendit sa voix. Elle ne l'avait jamais entendue ainsi. Ni ivre, ni enragée. Brisée. Effrayée. « Blanca » murmura-t-il d'une voix rauque. « Blanca, qu'as-tu fait ? Où êtes-vous ? Reviens, je t'en supplie. » Elle écoutait sans parler,
attentive à sa respiration hachée. « Maman, elle m'a expliqué, » reprit-il vite. « Enfin, pas tout. Elle a dit que c'était une décision médicale. Qu'on n'avait pas le choix. Elle a dit que c'était pour la famille. Blanca, je ne savais pas. Elle m'a poussé à croire ça. J'avais tort. Pardonne-moi. Reviens. Élevons ensemble notre fils. Notre fils. » Cette phrase la frappa plus fort que le « ce n'est pas mon fils » de la veille. Renata avait déjà lancé son plan. Elle avait nourri Félix d'une demi-vérité, d'une version déformée et immonde, pour en refaire son allié et ramener la belle-fille fugitive dans sa cage. Blanca ne répondit pas. Elle appuya simplement sur « raccrocher ». Elle réveilla Cédric, le lava, l'habilla. Ils prirent un petit déjeuner silencieux au café du motel, avalant des petits pains secs. Puis elle le remit dans la voiture. Mais elle ne reprit ni la route vers la ville, ni l'autoroute pour fuir. Elle bifurqua vers le quartier le plus prestigieux, le plus fermé. Là où vivaient ceux pour qui les Lefebvre n'étaient que des collègues. Pelouse parfaite, grille haute, caméra sur chaque poteau. Elle roulait lentement, avec assurance, comme si elle connaissait déjà le chemin. La voiture s'arrêta devant la maison la plus moderne et audacieuse de toute la rue. Verre, métal sombre, ligne minimaliste. Une forteresse et une œuvre d'art à la fois. Blanca savait qui vivait là. Toute la ville le savait. Elle coupa le moteur. Se tourna vers Cédric. « On est arrivé. Viens. » Elle sortit de la voiture, prit son fils par la main et s'avança vers la lourde porte métallique. À côté, une petite plaque gravée « Lefebvre N. » Nestor. Le frère cadet de Félix. Réussi, séduisant, le préféré de leur mère. Blanca inspira profondément et appuya sur la sonnette. Une sonnerie claire et métallique brisa le calme du matin. Elle se tenait là, son fils apeuré à la main, et attendait. La guerre passait à une nouvelle étape. Derrière la porte massive, des pas résonnèrent, puis le cliquetis d'une serrure. La porte s'ouvrit lentement, silencieusement, comme une entrée vers un autre monde. Nestor apparut sur le seuil. Pas celui des réceptions familiales, en costume impeccable et sourire confiant. Un Nestor intime, détendu. Dans un pull de cachemire couleur café, un simple pantalon, pieds nus. Une tasse de café fumant à la main. Il vit Blanca et resta figé une seconde. Son visage, marqué quelques instants plus tôt par la sérénité du matin, ne changea pas vraiment. Il regarda Blanca, puis la petite silhouette de Cédric, agrippée à sa main. Puis son regard revint sur Blanca. Et dans ses yeux, il y eut de la compréhension. Puis de l'horreur. Pure. Instinctive. Son sourire s'effaça, la tasse trembla, et quelques gouttes de café tachèrent le tissu. « Blanca ?» Sa voix n'était qu'un souffle. « Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il ne posa pas la question, il la souffla. Son regard balaya la rue déserte, comme pour vérifier que personne n'assistait à la scène. Blanca ne répondit rien. Elle se contenta de le fixer. Le père biologique de son fils. Le fils doré des Lefebvre, dont la vie parfaite était sur le point de s'écrouler. « Entrez », se reprit-il, la voix toujours étranglée. « Vite !» Il recula dans l'immense hall baigné de lumière, les poussant presque à l'intérieur. La porte se referma derrière eux avec un déclic discret et raffiné, les coupant du reste du monde. Le hall semblait tiré d'un magazine de design. Plafond haut, mur blanc, une immense toile abstraite, un escalier de verre et de métal menant à l'étage. Pas un objet en trop, pas une trace de poussière. Une atmosphère glacée, stérile. Cédric, effrayé, se blottit contre Blanca, observant avec crainte ce vaste espace étranger. « Maman, où on est ? Chut, mon trésor. »« Tout va bien, » murmura-t-elle, sans quitter Nestor des yeux. Il posa sa tasse sur une console en verre et se tourna vers elle. Son visage était pâle, son front couvert de sueur. Plus de charme, plus de vernis. Devant elle se tenait juste un homme terrifié. Qu'est-ce qu'il parlait vite, à voix basse, comme s'il craignait qu'on puisse les entendre même dans cette grande maison. « J'ai eu un appel de mère. Elle m'a dit qu'il y a eu un scandale à l'anniversaire. Que tu es parti. Pourquoi es-tu venu ici ? Où voulais-tu que j'aille, Nestor ?» Sa voix était calme, et ce contraste avec sa panique semblait le troubler davantage. « Tu sais très bien pourquoi je suis ici. Blanca, écoute, c'est de la folie, tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu veux ? De l'argent ? Dis-moi combien. Je peux tout arranger tout de suite. Je t'achète un appartement dans une autre ville, une voiture, tout ce que tu veux, mais il s'arrêta, cherchant ses mots, mais il faut que ça reste secret. J'ai une famille,
Blanca, tu comprends ?» Il fit un pas vers elle. Ses yeux brillaient de supplication. On avait un accord. Il y a 9 ans. C'était notre décision commune. Pour la famille. Pour Félix. J'ai aidé. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. Aider. Ce mot sonnait faux dans ce silence aseptisé. Blanca le fixait. Cet homme prêt à tout pour sauver sa peau. 9 ans plus tôt, il était déjà le même sûr de lui, souriant, persuadant qu'il n'y avait pas d'autre solution. Puis il avait effacé cet épisode de sa vie, la laissant seule avec une bombe à retardement. « Ce n'est pas une question d'argent, Nestor, » dit-elle d'une voix ferme. Elle posa la main sur l'épaule de Cédric, sentant ses tremblements. C'est une question de lui. Hier, devant tout le monde, l'homme qu'il appelait père depuis 9 ans l'a rejeté. On l'a traité de fruit de l'adultère. Sa mère de débauchée. Il s'agit de son nom, de son honneur. Pas de ton argent. Quel honneur. Quel nom. Il faillit crier, puis baissa la voix en un chuchotement venimeux. Tu vas tout détruire. Sa vie sera ruinée. On se moquera de lui à l'école, on le montrera du doigt. Tu veux ça pour lui ? Pars, Blanca. Prends l'argent et pars tant qu'il est temps. C'est la meilleure solution. Pour tout le monde. Surtout pour lui. Il était si convaincant. Si rationnel. À sa place, beaucoup auraient accepté. Prendre l'argent, recommencer ailleurs, loin, où personne ne connaît leurs secrets. Mais elle regardait son fils, son visage apeuré. Et elle savait que fuir serait une autre trahison. Surtout envers elle-même. Non, dit-elle simplement. Ce petit mot le réduisit au silence. Il la fixait avec désespoir et colère. Tu ne comprends pas ce que tu fais, murmura-t-il. Tu es égoïste. Tu ne penses qu'à toi, il s'interrompit. L'escalier de verre, jusque-là simple élément de décor, s'anima soudain. Une femme descendait. Grande, élancée, vêtue d'un élégant ensemble crème. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon impeccable. Son visage sans maquillage portait une beauté froide, aristocratique. Magda, l'épouse de Nestor. Elle descendait lentement, avec une grâce féline. Ses yeux gris scrutaient la scène étrange dans son hall. Elle voyait son mari pâle et désemparé. Une inconnue au visage fatigué mais résolu. Et un petit garçon blotti derrière elle. Nestor se figea, comme un voleur pris sur le fait. Instinctivement, il fit un pas de côté, comme pour briser le lien invisible qui l'unissait à Blanca. Magda s'arrêta sur la dernière marche. Elle ne haussa pas la voix, ne fit pas d'esclandre. Elle les observa longuement, puis posa ses yeux sur son mari. « Nestor », dit-elle calmement, mais avec une pointe d'acier. « Cette femme a l'air de fuir un incendie. Et toi, on dirait que tu l'as allumée. » Elle marqua une pause, laissant ses mots s'imposer dans le silence. Puis elle tourna son regard perçant vers Blanca et acheva, comme si elle s'adressait au vide. Qui est-elle ? Nestor se figea. Son visage devint un masque d'effroi. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Toute tentative de mensonge paraîtrait ridicule. Il était pris au piège. Le secret qu'il s'efforçait désespérément de garder entre les murs de cette maison venait d'éclater, incarné devant lui par sa propre épouse, exigeant une réponse. La question de Magda resta suspendue dans l'air stérile du hall, comme une condamnation. Nestor, figé, ne parvenait pas à prononcer un mot. Son visage était une masque livide, vidée de toute vie. Dans ses yeux, l'horreur lui rendait inutile toute tentative de mensonge. Blanca vit Magda passer son regard de son mari à elle, puis à Cédric. Ses yeux gris, glacés, se plissèrent légèrement. Elle n'avait rien de Renata. Pas de brutalité, pas d'autorité écrasante. Sa force était d'un autre genre calme, observatrice. Celle d'un chirurgien qui, d'un seul geste précis, ouvre un abcès. C'est commença Nestor, sa voix rauque et étrangère. C'est la femme de mon frère, Magda. Blanca. Ils ont des problèmes. Elle est juste venue. Des problèmes. Magda arqua lentement un sourcil, presque avec lassitude. Elle ne regardait pas Blanca, mais fixait son mari. Les problèmes sont à ton frère, et pourtant c'est toi qui sembles prêt à t'évanouir. Ce sont de drôles de problèmes, Nestor. Blanca comprit qu'elle devait intervenir. Ce n'était pas son combat. Elle n'était pas venue détruire la famille de Nestor, mais pour lui rappeler que son monde parfait n'était plus une forteresse inviolable. « Je ne vais pas vous retenir longtemps, » dit-elle, s'adressant à Magda, mais sans détourner les yeux de Nestor. Sa voix était calme, sans soumission. « Nestor et moi devons discuter d'une chose. En privé. Cela concerne la famille Lefebvre. »
Cette dernière phrase était la clé. Elle justifiait sa présence tout en la rendant encore plus suspecte. Magda fixa de nouveau son mari. Une ombre d'ironie amère passa sur ses lèvres. Elle avait compris. Peut-être pas les détails, mais l'essentiel, oui. Son mari était mêlé à un sale secret familial. Très bien, dit-elle, étonnamment douce. Discutez. Vous pouvez aller dans le bureau de Nestor. Elle fit volte-face et remonta l'escalier de verre avec la même grâce silencieuse, sans se retourner. Mais son dos rayonnait d'un froid mépris. Dès qu'elle disparut à l'étage, Nestor sembla sortir de sa torpeur. Il agrippa le bras de Blanca et la traîna presque à travers le hall jusqu'à une lourde porte de bois sombre. Ici, siffla-t-il en ouvrant la porte et en les poussant, elle et Cédric, à l'intérieur. Le bureau était aussi impeccable et glacé que le reste de la maison. Un immense bureau en bois noir, un fauteuil de cuir, des rayonnages où les livres étaient rangés non par ordre alphabétique mais par couleur de reliure. L'air sentait le cuir cher et la cire. Nestor referma la porte et s'y adossa, haletant. « Tu es folle ? Tu l'as vu ? Tu comprends ce que tu viens de faire ? Moi ?» Blanca installa calmement Cédric dans un fauteuil. Le garçon s'y recroquevilla, englouti dans le cuir. « Je n'ai rien fait, Nestor. Je suis juste venu chercher des réponses au père de mon fils. » Chut. Il bondit vers elle. « Ne dis jamais ça. Jamais. Les murs entendent. » Il se mit à tourner dans la pièce comme un animal en cage. Son pull de cachemire semblait soudain trop grand pour lui. Il avait l'air misérable. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Magda, elle ne pardonne rien. Ce n'est pas Félix, tu ne la tromperas pas. Elle trouvera la vérité. Ma vie est finie. Il se prit la tête entre les mains. Je dois appeler mère. Elle seule sait quoi faire. Il attrapa son téléphone, ses doigts tremblaient sur l'écran. Il s'éloigna dans un coin, tournant le dos comme si cela changeait quelque chose. « Maman ?» Sa voix se brisait. « Oui, c'est moi. C'est terrible. Elle est là, chez moi, avec l'enfant. Oui, Blanca. Magda les a vus. Qu'est-ce que je dois faire ? Maman, dis-moi. » Il écouta, hochant la tête. Son visage devenait de plus en plus pâle. Puis il dit « J'ai compris » et raccrocha. Il se tourna vers Blanca. Ses yeux mêlaient la peur et la haine. « Maman va arranger ça », dit-il avec une assurance désespérée. « Elle va t'appeler. Elle va régler ce problème, comme toujours. » Il s'assit derrière son immense bureau, essayant de retrouver l'allure du maître des lieux. Mais il n'était plus qu'un fils terrifié, attendant que sa mère vienne le sauver. Blanca se taisait. Elle caressait doucement les cheveux de Cédric, qui se tassait encore plus dans le fauteuil. Elle attendait. 10 minutes passèrent. 15 peut-être. Le silence était étouffant. Puis son téléphone vibra dans la poche de sa veste. Elle le sortit. L'écran affichait « Renata ». Elle regarda Nestor, puis son fils. Inspira profondément et décrocha, mettant le haut-parleur. « J'écoute. » La voix de Renata éclata dans la pièce, tranchante, sans salutation. Un coup de fouet. « Pour qui tu te prends, Blanca ? Tu veux détruire la vie de tout le monde ? Hier, l'humiliation ne t'a pas suffi ? » Blanca resta muette, la laissant déverser sa colère. Nestor, crispé dans son fauteuil, serrait les accoudoirs. « Je ne sais pas sur quoi tu comptes, mais je vais t'expliquer ton avenir, » continua Renata d'un ton implacable. « À l'instant même, j'appelle ton patron, Walter. À midi, tu recevras ta lettre de licenciement. Pour incompétence professionnelle. Crois-moi, je trouverai une raison. » Les doigts de Blanca se glaçaient, mais son visage demeurait impassible. Ensuite, reprit sa belle-mère d'une voix encore plus dure, je m'assurerai qu'il n'y ait plus aucun travail pour toi dans cette ville. Même pas caissière au supermarché. Chaque porte se fermera. Tes amis cesseront de répondre. Tu deviendras une paria. Un fantôme. Toi et ton enfant. Elle fit une pause, comme pour savourer ses propres paroles. Mais je ne suis pas un monstre. Je t'offre une dernière chance. 500 000 €. En liquide. Aujourd'hui. Tu prends l'argent, tu signes un accord de confidentialité, et tu disparais à jamais de cette ville. Tu pars loin, tu recommences ta vie. Et jamais, tu m'entends, jamais tu ne prononces encore le nom Lefebvre. C'est mon dernier geste de clémence. Nestor fixait Blanca avec espoir. Pour lui, c'était la solution parfaite, simple, claire, coûteuse mais définitive. Il attendait qu'elle dise oui. Et là, Blanca se mit à rire doucement, presque sans bruit.
Ce n'était pas un rire joyeux, un souffle sec, bref, saturé de mépris. Nestor sursauta. Dans le haut-parleur, un silence stupéfait s'installa. « Votre argent n'achètera pas mon silence, Renata », dit Blanca d'une voix claire et calme. Le haut-parleur amplifiait chaque mot dans le bureau. « Et vos menaces sont vides. »« Quoi ?» siffla Renata. « Qu'est-ce que tu racontes ? Tu as perdu la tête ? Ma tête est claire depuis 9 ans. Depuis ce jour. Parce que j'ai tout gardé. » « Gardé quoi ?» La voix de Renata trahissait une hésitation. Blanca fit une pause, laissant la tension monter à son comble. Elle planta son regard dans les yeux effrayés de Nestor. Les originaux. De cette clinique privée. Il y a 9 ans. Tous les documents, détaillés, avec date et nom. Toute votre opération, décrite noir sur blanc. Avec les analyses et les conclusions des médecins. Un silence mortel envahit la ligne. Nestor semblait avoir cessé de respirer. « Et savez-vous ce qu'il y a de plus précieux dans ces papiers, Renata ?» conclut Blanca d'une voix glaciale. « Votre signature. Sous la mention « partie organisatrice de la procédure ». La vôtre, pas celle de Félix. Ni la mienne. Le silence de l'autre côté devint absolu. Ce n'était plus une pause. C'était le bruit d'un monde qui s'écroule. Le cri muet d'un prédateur pris au piège, comprenant soudain que la proie tenait l'arme depuis le début. Le pouvoir venait de changer de main. Et cela s'était produit ici, dans ce bureau stérile, sous les yeux du père biologique de son fils. Puis, un claquement sec Renata avait raccroché, comme on tranche une corde. Nestor la fixait, non plus avec panique, mais avec une terreur superstitieuse. Comme si elle n'était plus une femme, mais un spectre revenu du passé pour emporter son âme. Son monde parfait, sa vie sans faille, sa femme magnifique à l'étage, tout reposait sur un sol qu'elle, Blanca, tenait dans ses mains. Et il le comprit. « Pars », murmura-t-il. Ce n'était plus un ordre, ni une demande. C'était une supplication. « S'il te plaît, pars de ma maison. Tout de suite. » Blanca n'hésita pas. Elle se leva, prit la main de Cédric. L'enfant, sans comprendre, sentit l'étrangeté glaciale de son oncle et se leva docilement. Elle ne regarda pas Nestor. Elle se contenta de guider son fils vers la porte, l'ouvrit et sortit dans le hall froid et vide. Elle ne partait pas comme une suppliante. Elle partait comme quelqu'un qui venait de poser une mine et s'éloignait calmement à une distance sûre. Avant de fermer derrière elle la lourde porte d'entrée, elle leva les yeux et aperçut, en haut de l'escalier, la silhouette immobile de Magda. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Dans les yeux de Magda, il n'y avait pas de colère. Juste une curiosité glaciale, analytique. Les 2 jours suivants furent un cauchemar. Renata ne bluffait pas. Elle ne rappela pas, n'envoya plus d'ultimatum, n'offrit plus d'argent. Elle se mit simplement à effacer Blanca, méthodiquement, de la vie de la ville. Le premier coup frappa son travail. Le lundi matin, alors que Blanca tentait d'expliquer à Cédric pourquoi il vivait dans une chambre impersonnelle de motel au lieu de rentrer à la maison, son patron Walter appela. Le directeur de l'agence d'architecture, celui-là même qui, 1 mois plus tôt, louait son projet et lui promettait un grand avenir. « Blanca, bonjour », dit-il d'un ton faussement enjoué, mais lointain, comme venant d'un autre pays. « Voilà avec les circonstances personnelles difficiles que tu traverses, et tu comprends, les risques de réputation pour la société, nous avons discuté et décidé qu'il serait préférable que tu prennes un congé. »« Un congé ?» répéta Blanca, sentant la glace envahir ses veines. « Oui, un congé. Indéterminé. Sans solde, bien sûr, ajouta-t-il vite. « Repose-toi, règle tes affaires. Ne t'inquiète pas, on gérera ici. » C'était un licenciement déguisé, lâche, enveloppé d'une pellicule collante de fausses sollicitudes. Elle savait très bien avec qui son patron avait discuté. Elle ne protesta même pas. Elle dit juste « j'ai compris » et raccrocha. Le deuxième coup fut plus discret, mais plus cruel. Elle tenta d'appeler Gisèle, sa seule véritable amie depuis l'université. Gisèle n'appartenait pas au monde des Lefebvre, elle travaillait comme simple médecin dans une clinique pour enfants. Blanca voulait seulement entendre sa voix, demander conseil. Les sonneries résonnèrent, mais personne ne répondit. Elle envoya un message « Gisèle, j'ai de gros problèmes. Appelle-moi quand tu peux. » Aucune réponse. Ni dans l'heure, ni dans la journée. Le message avait été lu, mais restait sans réponse. Blanca essaya 2 autres connaissances, les épouses de collègues de Félix, avec qui elles allaient parfois au café. Même résultat. Appel rejeté ou silence. Elle se retrouva dans le vide. Renata ne fermait pas seulement les portes. Elle construisait des murs invisibles autour d'elle.
L'argent qu'elle avait pris fondait à vue d'œil. Vivre au motel coûtait cher et n'était pas sûr. Blanca se mit à chercher un logement simple, une pièce, en périphérie. Elle trouva quelques annonces en ligne. Le premier agent immobilier, ravi d'entendre son nom, affirma avoir une excellente offre. Mais 1 heure plus tard, il rappela, confus, les propriétaires avaient changé d'avis. La même histoire se répéta avec une deuxième annonce. Le troisième agent cessa simplement de répondre. Elle comprit. Son nom était une marque noire. Personne ne voulait avoir affaire à une femme qui s'était opposée aux Lefebvre. Enfin, au 4e jour, un coup de chance. Elle vit une petite annonce écrite à la main sur un poteau. Une vieille dame louait un studio dans un immeuble ancien, au bout de la zone industrielle. La propriétaire ne lisait pas la presse mondaine et ignorait qui étaient les Lefebvre. Elle ne vit qu'une femme fatiguée, accompagnée d'un garçon silencieux, et une liasse de billets pour 2 mois d'avance. L'appartement était misérable. Une odeur de poussière et de vieillesse incrustée. Des papiers peints jaunis, décollés par endroits. Un divan grinçant, affaissé. La fenêtre donnait sur une cour grise, avec des balançoires rouillés et des rangées de garage. Quand Blanca y entra pour la première fois, tenant Cédric par la main, le désespoir l'envahit. C'était le fond du gouffre. Après la maison lumineuse et spacieuse, après la vie parfaite qu'elle avait détestée mais dont elle avait goûté le confort, ce trou semblait une humiliation. Cédric s'était replié sur lui-même. Il parlait à peine. Il restait assis sur le divan grinçant, serrant son ours en peluche, fixant un point invisible. Il refusait d'évoquer son père, sa grand-mère, son anniversaire. Ce sujet était devenu tabou. Blanca tenta de le distraire, acheta de nouveaux livres, téléchargea des jeux sur la tablette. Mais il restait absent. Son cœur se serrait de douleur et de peur. Elle l'avait sauvé du mensonge, mais à quel prix ? Au prix de son enfance ? Un soir, quand Cédric dormait déjà, Blanca resta à la cuisine, le regard perdu dans la nuit derrière la vitre. Sur la table, une tasse de thé froid. Son téléphone à côté, silencieux et inutile. L'argent s'épuisait. Le travail n'existait plus. Les amis non plus. Elle était seule. Seule dans ce silence hostile. Les murs de ce petit appartement l'écrasaient. Et pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait céder. Que Renata avait gagné. Pas en brisant sa volonté par des menaces, mais en l'étouffant avec l'isolement. À cet instant, le téléphone sur la table vibra. Blanca sursauta. Numéro inconnu. Son cœur s'emballa. Ça pouvait être des collecteurs envoyés par Renata. Ou un énième bienveillant, venu lui dire qu'elle était la dernière des bonnes à rien. Elle fixa l'écran quelques secondes, luttant contre l'envie de rejeter l'appel. Mais quelque chose la poussa à décrocher. Elle fit glisser le doigt et porta le téléphone à l'oreille sans un mot. « Allô » entendit-elle, une voix de femme calme, un peu fatiguée. Une voix d'adulte, sans menace ni curiosité. « Je parle à Blanca Lefebvre. »« Oui » répondit Blanca avec prudence. « Qui est à l'appareil ?»« Je m'appelle Yvonne Fontaine » dit la voix enfin. « Mon nom ne vous dira sans doute rien. Il y a 9 ans, j'étais infirmière-chef dans la clinique privée Vitamed. » Blanca se figea. Vitamed, ce lieu même, l'enfer et le salut. Elle se souvenait des visages des médecins, pas de ceux des infirmières. « J'étais là ce jour-là » poursuivit Yvonne, comme si elle avait perçu son trouble. « Je me souviens de vous. Et je me souviens très bien de votre belle-mère, Renata. Elle contrôlait tout, personnellement. » Blanca se tut, les doigts crispés sur le téléphone. « Je ne vous appelle pas par curiosité », la voix d'Yvonne se durcit. « 1 mois après votre procédure, on m'a licenciée. Sans explication. Réorganisation du personnel. Un mensonge. J'ai tenté ma chance dans d'autres cliniques privées. Refus partout, alors que j'avais 20 ans d'expérience. J'ai compris, Renata m'avait mise sur sa liste noire. Elle a fait en sorte que je ne trouve plus de travail, ni dans cette ville ni dans le département. » Yvonne reprit son souffle. Sa voix trembla pas de larmes, mais d'une colère froide, ancienne. « Ma mère était malade. Elle avait besoin de médicaments coûteux, de soins constants. Je n'avais que moi pour m'en occuper. Pendant que je cherchais n'importe quel poste, que je courais des entretiens dans les villes voisines où on ne me connaissait pas, nous avons perdu du temps. Quand j'ai enfin été embauchée comme simple infirmière dans un hôpital de district à 100 km d'ici, il était trop tard. » Elle se tut. Et dans ce silence, Blanca n'entendit pas seulement l'histoire d'un licenciement injuste. Elle entendit une tragédie personnelle. Une blessure profonde, jamais refermée. « Si je vous dis tout cela, Blanca,
conclut Yvonne d'une voix redevenue posée, c'est que si vous avez décidé d'affronter cette femme, je veux vous aider. Pas pour une justice abstraite. Parce que j'ai, moi aussi, un compte à régler avec Renata Lefebvre. Blanca, assise dans la pénombre de sa pauvre cuisine, regardait son reflet dans la vitre noire. Les murs ne l'écrasaient plus, car l'un de ces murs venait de s'ouvrir. Ou plutôt, venait d'être enfoncé. Elle n'était plus seule. Elle avait un allié. Un témoin capable de confirmer chaque fait. Et la motivation de cet allié était plus forte que l'argent, c'était la soif de revanche. Elles convinrent de se voir le lendemain. Pas en ville, où un passant sur deux pouvait reconnaître Blanca. Mais dans un petit café sur la route, à mi-chemin du bourg où vivait et travaillait désormais Yvonne. Le lendemain, après avoir confié Cédric à la voisine retraitée la propriétaire de l'appartement moyennant un petit billet pour qu'elle garde l'enfant 2 heures, Blanca prit la route. Elle était nerveuse. Et si c'était un piège ? Si Renata avait envoyé cette femme pour lui soutirer les documents ou l'enregistrer afin de s'en servir contre elle. Mais dès qu'elle entra dans le café presque vide et aperçut, près de la fenêtre, une femme d'une 60aine d'années au regard fatigué mais franc et intelligent, ses doutes disparurent. C'était Yvonne. Dans ses yeux, aucune ruse. Aucune fausseté. Seulement une douleur enfouie et une détermination solide. Elles parlèrent plus d'1 heure. Yvonne n'avait pas de temps pour les émotions. Elle avançait des faits. Elle se souvenait de tout, dans le moindre détail la nervosité de Blanca, l'autorité de Renata qui donnait des ordres aux médecins comme à ses employés. L'arrivée d'un jeune homme, beau, présenté comme un parent, et le donneur. Elle se souvenait que Renata avait récupéré elle-même toutes les copies des documents, en ordonnant au personnel d'oublier jusqu'à la trace de cette visite. Elle avait peur, dit Yvonne en tournant sa cuillère dans un café tiède. Déjà à l'époque, elle paniquait à l'idée que ça fuite. C'est pour ça qu'elle s'est débarrassée de moi. J'en savais trop. J'étais l'infirmière-chef, tous les papiers passaient par moi. Elle ne pouvait pas prendre ce risque. Blanca comprit que le témoignage de cette femme serait son atout majeur. Des documents peuvent être taxés de faux. Mais un témoin vivant, soignante respectée à la réputation intacte, dont la carrière avait été brisée par Renata Sa, on ne l'ignorera pas. Au moment de se quitter, Yvonne posa sa main sèche et forte sur celle de Blanca. « Soyez prudente. Cette femme ne recule devant rien. Si elle comprend que vous êtes une vraie menace, elle ira jusqu'au bout. » Le téléphone de Blanca, silencieux depuis des jours, se remit à sonner 2 jours après cette rencontre. Mais ce n'était pas un appel. C'était une notification officielle, livrée par coursier. Une enveloppe blanche, fine mais lourde comme du plomb. Blanca l'ouvrit d'une main tremblante sur le pas de sa porte. À l'intérieur, des documents de tribunal. Félix demandait le divorce. La nouvelle ne la surprit pas. Elle s'y attendait. Mais ce qu'elle lut ensuite la fit tomber assise par terre, dans l'entrée. Il ne demandait pas seulement le divorce. Il exigeait la garde exclusive de Cédric. Ses yeux couraient sur les lignes juridiques, chaque mot frappant comme un marteau. État émotionnel instable de la mère, conduite immorale, scandale public provoqué par l'épouse, relation extra-conjugale, avouée par elle-même. Renata et ses avocats avaient bien travaillé. Ils avaient rassemblé des preuves. Des témoignages étaient joints ceux des invités de l'anniversaire, affirmant d'une seule voix que Blanca s'était comportée de façon inadéquate, qu'elle avait déclenché la dispute, et que Félix n'était qu'une victime trompée. Il y avait aussi un avis d'un psychologue que Félix consultait, paraît-il, depuis des mois au sujet du comportement étrange et provocateur de son épouse. Un médecin, bien sûr, lié à une clinique proche des affaires des Lefebvre. Mais le coup le plus dur était ailleurs. La requête affirmait que Blanca, après avoir emmené l'enfant, se cachait à une adresse inconnue, empêchait le père de voir son fils, lui causant ainsi un grave traumatisme psychologique. Félix demandait au tribunal de fixer immédiatement la résidence de Cédric chez lui dans un cadre stable, sain et familier pour l'enfant. Et de déclarer Blanca mère indigne, avec des droits parentaux limités. Il ne voulait pas seulement divorcer d'elle. Il voulait lui arracher son fils. La détruire comme mère, comme femme, comme personne. La réduire en poussière. Blanca restait assise par terre, l'enveloppe glissée de ses mains. Un instant, la panique la submergea vraie, glaciale, suffocante. Ils avaient raison. Elle n'avait rien. Ni travail, ni argent, ni logement, ni réputation. Eux avaient les meilleurs avocats, l'argent, les relations, les témoins. N'importe quel tribunal se rangerait de leur côté. Elle allait perdre. Et perdre Cédric pour toujours. Elle leva les yeux vers la pièce. Cédric était assis sur le canapé, dessinant dans son cahier. Il était tout ce qui lui restait. Son seul sens. Et l'idée qu'on puisse le lui prendre la réveilla.
La panique s'effaça, remplacée par une colère froide, coupante comme une lame. Elle savait ce qu'il fallait faire. Il y avait dans la ville un avocat que même Renata craignait. Il s'appelait Philippe Carvalho. Vieux, cynique, incroyablement cher. Spécialiste des divorces, gagnant les affaires les plus désespérées. Mais il ne se chargeait pas de tout le monde. Il lui fallait soit beaucoup d'argent, soit une affaire spectaculaire. Blanca n'avait pas d'argent. Mais elle avait le reste. Elle vendit la seule chose précieuse qui lui restait de son ancienne, vit une paire de boucles d'oreilles en platine serties de diamants, cadeau de Félix pour la naissance de Cédric. Elle les avait toujours détestées, elle lui semblait être une cage posée sur ses oreilles. L'argent suffit tout juste pour une première consultation avec Carvalho. Son bureau se trouvait dans un vieil immeuble du centre. Pas de luxe des bibliothèques jusqu'au plafond, un bureau encombré de papier, l'odeur de tabac fort. Carvalho, lui, était l'inverse, costume impeccable, regard perçant de petits yeux brillants. Il l'écouta sans un mot, le récit précipité, les documents apportés par le coursier. Pas d'interruption, pas de questions. Quand elle eut fini, il se renversa dans son fauteuil et la fixa longuement. « Ils vont vous écraser, dit-il enfin, sans compassion, comme un médecin annonçant un diagnostic fatal. Ils ont tous les atouts. Pour le tribunal, vous êtes l'épouse hystérique et infidèle qui a fui avec l'enfant. Et lui, le mari trompé, l'homme respectable qui veut sauver son fils. L'affaire est perdue. » Le cœur de Blanca s'effondra. « Mais j'ai des preuves. » « Quelles preuves ? Des papiers de clinique ? » Il ricana. « Leurs avocats diront que c'est un faux, fabriqué pour faire chanter. » « Un témoin ? Une infirmière licenciée, il y a 10 ans ? Ils la présenteront comme une frustrée qui veut se venger. Tout ça, ce sont des indices indirects. Contre vous, ils ont du direct. Témoin, rapport du psy, votre fuite. » Il fit une pause, alluma une cigarette. « Je ne prendrai pas cette affaire. Perte de temps. » Blanca sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. C'était sa dernière chance. Mais il y a la vérité. La vérité est de mon côté. Carvalho souffla une volute de fumée, la regardant comme une enfant naïve. Au tribunal, Blanca, il n'y a pas de vérité. Il n'y a que ce qu'on peut prouver. Et vous, vous n'avez rien. Il allait se lever, signifiant que l'entretien était fini. Mais Blanca ne bougea pas. « Et si je peux ?» dit-elle doucement mais fermement. « Et si je vous apporte une preuve indiscutable ?» Il se rassit, intrigué. « Laquelle ?» Blanca se pencha. Dans leur requête, ils demandent à fixer la résidence de l'enfant. Pour cela, le tribunal doit d'abord établir qui est le père, n'est-ce pas ? Exact, acquiesça Carvalho, sans encore saisir. Alors, dans notre réponse officielle, dit Blanca en articulant chaque mot, nous ne nierons rien et ne prouverons rien. Nous demanderons seulement au tribunal d'ajouter un document dans le dossier, dans le cadre de la communication des pièces. Elle sortit de son sac une feuille pliée en 4. Une copie. L'original dormait dans un coffre bancaire qu'elle avait loué avec ses dernières économies. Elle la tendit à l'avocat. Carvalho déplia le papier. Ses petits yeux s'écarquillèrent. C'était un rapport de la clinique Vitamed. Le fameux. Avec les noms, les dates. Mais il ne regardait pas la signature de Renata. Il fixait une autre ligne. Matériel biologique fourni par Lefebvre, Nestor. Carvalho leva les yeux vers Blanca. Son rictus cynique s'effaça. À la place, une lueur de prédateur excité. Il voyait soudain, non une affaire perdue, mais la plus grosse bombe jamais lâchée dans un tribunal de cette ville. Voilà donc le secret, murmura-t-il en fixant la feuille. Pas juste une infidélité. Une liaison avec le propre frère. Ce n'est pas une liaison, corrigea Blanca. C'est un complot. Carvalho éclata d'un rire sonore, franc. Ma petite, vous êtes un génie. Ils veulent divorcer pour vous anéantir, et vous transformer leur procès familial en duel entre deux frères. Ce ne sera pas une audience. Ce sera un carnage. Il jeta un nouveau coup d'œil à la feuille, puis à elle. Je prends votre affaire. Et je ne vous fais pas payer pour l'instant. Parce qu'un spectacle pareil, je ne peux pas le rater. Il se leva, débordant d'énergie. Demain matin, ce petit papier sera sur le bureau du juge. Et une copie chez l'avocat de votre mari. Et là, le vrai spectacle commencera. Blanca sortit du bureau et se retrouva dans la rue. Elle ne se sentait plus une victime. Elle se sentait comme un général qui venait de donner l'ordre de lancer la bataille décisive. Elle n'était plus en défense. Elle attaquait, avec leur propre arme, la loi.
Elle avait sorti leur secret le plus sale de l'ombre des chambres et des bureaux pour le placer en pleine lumière d'un dossier judiciaire officiel. Ce n'était plus une rumeur. C'était un fait juridique. Et il allait faire exploser la famille Lefebvre de l'intérieur. Le lendemain, Carvalho se contenta de l'appeler brièvement. Les documents ont été livrés. Attendons leur réaction. Elle n'avait pas besoin d'être témoin. Elle pouvait l'imaginer. Elle imaginait l'avocat chic et sûr de lui de Félix, dans son bureau luxueux, ouvrant l'enveloppe envoyée par Carvalho. Son visage se figeait en lisant la lettre d'accompagnement et en découvrant la copie du document de la clinique. Puis, bégayant, appelait son client pour lui expliquer que leur affaire parfaite sauver l'enfant d'une mère irresponsable venait de se transformer en drame familial sordide impliquant son propre frère. Mais même elle n'aurait pas imaginé l'ampleur du désastre. Les premiers échos arrivèrent 2 jours plus tard. Aux infos du soir, sur la vieille télé de son appartement, un court sujet dans la rubrique « Vie mondaine ». Entre un reportage sur une vente de charité et l'annonce d'une pièce de théâtre. La présentatrice, sourire figé, annonçait que l'un des couples les plus admirés de la ville, le businessman Nestor Lefebvre et son épouse Magda, traversait, selon les rumeurs, une crise. Quelques allusions vagues à des désaccords irréconciliables, et surtout, Magda avait quitté la villa familiale avec leurs 2 enfants pour s'installer dans son appartement du centre-ville. Des rumeurs, ricana Blanca. Ce n'était pas une rumeur. C'était le premier effet public de son tir. Magda n'avait pas attendu d'explication. Après avoir vu le document officiel, où le nom de son mari apparaissait dans l'histoire de la naissance de l'enfant de son frère, elle n'avait pas crié. Elle avait fait ses valises, pris ses enfants, et quitté la maison. C'était son style, froid, précis, impitoyable. L'humiliation publique était pour Nestor plus terrible que n'importe quelle dispute intime. Son image parfaite, sa façade d'homme de famille et d'homme d'affaires, s'était fissurée aux yeux de toute la ville. La réaction de Nestor ne se fit pas attendre. Cette même nuit, Carvalho appela Blanca, la voix pleine d'excitation et d'un amusement mal contenu. « Félicitations, dit-il. On dirait que l'incendie a pris chez l'ennemi. L'avocat de Nestor vient de m'appeler. Pas celui de Félix, non, celui de Nestor. Il voulait comprendre, il a menacé d'un procès pour diffamation. Je lui ai conseillé poliment de commencer par une analyse ADN avant de brandir ses plaintes. J'ai l'impression qu'il a compris. Mais la vraie explosion eut lieu à l'intérieur de la famille. Blanca le sut plus tard, par bribes, qu'elle recolla patiemment pour se faire une image. Nestor, dont la vie s'était effondrée en une journée femme partie, enfant qui se détournait, associé posant des questions gênantes, s'était précipité chez ses parents. Pas dans son palais de verre, mais dans la vieille demeure familiale où régnait Renata. Il avait fait irruption comme une furie. Pour la première fois, il n'était plus le fils chéri, l'orgueil de sa mère. Il était un homme humilié, enragé, venu demander des comptes à celle qui l'avait entraîné dans ce piège. Il entra en trombe dans le bureau, où sa mère trônait derrière son massif bureau de chêne, telle une reine sur son trône. « Que as-tu fait » hurlait-il, sa voix résonnant dans toute la maison. « Tu as détruit ma vie, ma famille, à cause de ton maudit plan, de ton obsession pour les héritiers. » Renata, disait-on, l'écouta en silence, impassible comme une statue. Elle le laissa crier, se vider de sa rage et de son désespoir. Elle le laissa l'accuser de tous les péchés. Et quand il fut à bout de souffle, haletant, elle leva vers lui ses yeux glacés et porta son cou. C'est alors que Félix entra dans le bureau. Sa mère l'avait sûrement convoqué. Il était pâle, perdu, trompé. Il regardait tour à tour son frère furieux et sa mère imperturbable, cherchant à comprendre. Et Renata lança sa mise en scène. Elle se leva lentement de derrière son bureau. Elle n'était plus la statue de pierre. Elle devint une mère brisée, le cœur déchiré. « Comment peux-tu m'accuser, Nestor » dit-elle d'une voix tremblante de douleur. « Est-ce que je t'ai forcé ? Est-ce que j'étais derrière toi avec un pistolet ?» Elle se tourna vers Félix, les yeux remplis de larmes. « Félix, mon fils, je voulais vous dire la vérité, mais autrement. Pas ainsi. Je voulais protéger. » Elle marqua une pause, pour que ses mots pénètrent. Ses 2 fils la fixaient, suspendus à ses lèvres. « C'était l'idée de Nestor », déclara-t-elle, sa voix vibrante d'une sincérité jouée. « Entièrement. Il y a 9 ans, quand nous avons appris ton problème, Félix, c'est Nestor qui est venu vers moi. Il m'a dit qu'il ne supportait pas de voir souffrir son frère. Il voulait t'aider. Il a présenté ça comme un sacrifice noble. Pour sauver la famille. Pour que tu aies un fils, un héritier. Pour que la lignée Lefebvre continue. Le mensonge était monstrueux. Parfait dans son horreur. Non seulement elle effaçait toute responsabilité,
mais elle inversait la situation. Elle transformait Nestor, marionnette obéissante, en manipulateur sournois. Et elle-même, de cerveau du complot, devenait une mère qui n'avait pas eu la force de refuser à un fils désireux d'aider son frère. Nestor resta figé. Il regardait sa mère, et sur son visage se lisait une incrédulité totale, absolue. Il n'arrivait pas à comprendre que la femme qu'il avait idolâtrée toute sa vie, qu'il avait toujours montrée en exemple, venait de lui planter un couteau dans le dos avec un calme glacial. Elle l'avait trahi. Devant son frère, celui qu'il avait méprisé depuis toujours. « Quoi » murmura-t-il. « Maman, qu'est-ce que tu racontes ? Ce n'est pas vrai. » Félix fixait son frère. Dans ses yeux, il n'y avait plus de confusion. C'était la haine qui s'y allumait. Toute sa vie, ses complexes, sa jalousie envers le cadet, brillant tout trouvait enfin un exutoire. Il crut. Il voulait croire. Cette version expliquait tout. Son impuissance, son humiliation, et la soudaine générosité d'un frère qui, en réalité, lui avait volé tout, même le droit d'avoir un fils. Voilà donc la vérité, siffla Félix en avançant vers Nestor. Un sacrifice ? Tu voulais m'aider, petit frère ? Moi non, elle ment, cria Nestor, cherchant désespérément un soutien dans le regard de sa mère. Mais ses yeux restaient glacés. Elle l'avait déjà condamné. Renata observait ses fils, prêts à s'étrangler. Elle avait sacrifié sa pièce maîtresse, son fils chéri, pour sauver la partie. Elle n'avait pas seulement effacé sa propre culpabilité. Elle avait détourné leur colère l'un contre l'autre, les avait dressés face à face, les empoisonnant d'un mensonge si puissant qu'ils ne pourraient plus jamais redevenir frères. Elle déchirait sa propre famille pour garder son pouvoir. À cet instant, elle était véritablement effrayante. Elle ne se défendait plus. Elle savourait sa force, sa capacité à modeler la réalité comme elle l'entendait. Même si cette réalité reposait sur les ruines de la vie de ses fils. Le lendemain, après que Renata eut monté ses fils l'un contre l'autre, Blanca reçut un appel de Renata elle-même. Sa voix était calme, sèche, comme si rien ne s'était passé. Pas d'excuses, pas de menaces. Juste un ordre. Blanca, tu dois venir. Aujourd'hui, à 19h. Dans notre maison. Nous devons tout discuter. Ensemble. Et emmène Cédric. Il doit être là aussi. Blanca voulut refuser. Elle ne voulait voir aucun d'eux. Et encore moins y amener Cédric. Mais il y avait dans la voix de Renata une note nouvelle, dissimulée, qui l'alarma. Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation. Et elle comprit aussi que Renata ne la laisserait pas tranquille tant qu'elle n'obtiendrait pas ce qu'elle voulait. De plus, Carvalho lui conseilla d'y aller. « Allez-y », dit-il au téléphone. « Écoutez. Mémorisez. Chaque mot, chaque menace, ce sont désormais nos cartes. Mais ne signez rien. » Cédric ne voulait pas y aller. « Je ne veux pas voir l'oncle Félix, » dit-il doucement. « Ce n'est plus ton oncle, c'est ton père, » voulut dire Blanca, mais elle se tut. « Ce sera rapide, mon chéri. On parle un peu et on repart. Je serai tout le temps à tes côtés, » promit elle. C'était la seule promesse qu'elle pouvait tenir. Ils arrivèrent devant la grande maison familiale pile à 19h. Celle qui, autrefois, représentait pour Blanca le prestige et la stabilité, lui paraissait désormais sinistre et hostile. Chaque fenêtre la fixait comme un œil d'ennemi. Elle prit la main de Cédric. Sa paume était froide et moite. C'est la vieille gouvernante qui leur ouvrit. Elle travaillait chez les Lefebvre avant même le mariage de Blanca. Son regard était chargé d'une pitié muette. Sans un mot, elle les conduisit au salon. Le même salon où, moins de 2 semaines plus tôt, sa vie s'était effondrée. À présent, tout était parfaitement rangé. Plus aucune trace de verre brisé ou de gâteau. Seulement une lourde atmosphère oppressante. Tout le monde était là. Renata, droite comme un piquet, assise dans son fauteuil près de la cheminée. Félix, debout près de la fenêtre, tourné vers l'extérieur. Et Nestor, recroquevillé dans un coin du canapé. Il avait l'air misérable. Froissé, cerné, méconnaissable. Son éclat avait disparu. Il ne leva même pas les yeux quand Blanca entra. Cédric se cacha instinctivement derrière elle, ne laissant dépasser que sa tête. « Bien, vous êtes venus, » dit Renata en brisant le silence. « Maintenant que nous sommes tous réunis, nous pouvons enfin décider de la suite. » Blanca n'eut pas le temps de répondre. Félix se retourna brusquement. Son visage était déformé. « Décider ? Décider de quoi ?» cracha-t-il, fixant non pas Blanca, mais son frère. « Tout est déjà décidé. Par ce bienfaiteur-là. » Nestor tressaillit mais resta muet, le regard au sol.
Félix, ne commence pas, ordonna Renata. Nous ne sommes pas là pour nous accuser. Pas pour accuser. Félix éclata d'un rire dur, sans joie. Et pourquoi alors? Pour écouter comment ce Judas m'a aidé? Comment il couchait avec ma femme dans mon dos pour m'offrir un enfant? Ce n'était pas sa faute, cria soudain Nestor, bondissant du canapé. Ses premiers mots. Blanca n'y est pour rien. C'était un ordre. Un ordre? Cracha Félix, venimeux. Le tien? L'ordre de ton noble cœur? C'était l'ordre de mère, hurla Nestor, désignant Renata. C'est elle qui a tout organisé. Elle m'a forcé. Elle nous a forcés tous les deux. Renata ne bougea pas. Ne me rejette pas ta faute, répliqua-t-elle d'un ton glacé. C'est toi qui es venu avec cette idée. Tu m'as supplié de t'aider à la réaliser. Et tout explosa. Félix, qui tenait à peine debout sous le poids de sa colère, perdit le contrôle. Dans un rugissement animal, il se jeta sur son frère. Il ne frappa pas du poing, il s'agrippa à lui comme une bête, cherchant à le plaquer au sol. Sale ordure. Voleur. Tu m'as tout volé. Pris de court, Nestor tenta de se défendre. Ils roulèrent au milieu du salon, écrasant le tapis persan, renversant la table basse. Le fracas du verre brisé résonna dans la pièce. Ils ne se battaient pas comme des hommes. Ils s'affrontaient comme deux bêtes sauvages qui se détestaient. Ils grognaient, haletaient, échangeant moins des coups que des accusations. « Tu m'as toujours haï », râlait Félix, tentant d'étrangler son frère. « Tu m'as toujours envié. Tu m'as même volé mon fils. »« Je ne l'ai pas volé », criait Nestor en le repoussant. « Je sauvais ta misérable vie. Tu es un raté stérile. Maman l'a toujours su. » Blanca resta figée d'horreur. Elle attrapa Cédric, essayant de lui couvrir les oreilles, de l'éloigner vers la sortie. Renata se leva, le visage blême de colère. « Arrêtez. Tout de suite. Dans ma maison. » Mais ils ne l'entendaient pas. Ils étaient enfermés dans leur propre enfer, pleins de haine et de rancunes accumulées depuis des années. Toute leur vie, toute leur rivalité, tous les mensonges sur lesquels reposait leur famille éclataient là, dans ce combat ignoble et désespéré. Blanca reculait vers la porte, tirant derrière elle Cédric tétanisé. Et à cet instant, en plein tumulte, alors que Félix levait encore le poing sur son frère, elle comprit que quelque chose avait changé. Un silence. Pas complet, mais particulier. Elle se retourna. Cédric ne se cachait plus derrière elle. Il se tenait seul dans l'encadrement de la porte. Il avait retiré sa main de la sienne et restait immobile. Il regardait. Son visage était d'un calme effrayant, comme une poupée de porcelaine. Il n'y avait ni peur, ni larmes. Juste un masque blanc et vide. Il observait deux hommes adultes, son père et son oncle roulés au sol, grognant et se frappant. Il regardait sa grand-mère, qui criait, sans une once de compassion, seulement furieuse du désordre. La bagarre cessa aussi brutalement qu'elle avait commencé. Les frères, épuisés, restèrent étendus sur le tapis, haletants. Félix tenait sa lèvre fendue, Nestor son épaule. Un silence lourd tomba, seulement brisé par leur respiration rauque. Et dans ce silence, une voix claire et douce s'éleva. Celle de Cédric. Il ne pleurait pas. Il ne criait pas. Il posa juste une question. Il ne regarda pas les deux hommes au sol. Il regarda directement sa mère. Dans ses yeux, jusque-là vides, brillait une lueur d'une compréhension terrible, trop adulte. « Maman » demanda-t-il distinctement, si fort que tous l'entendirent. Lequel d'eux est le monstre? Cette question était plus effrayante que n'importe quel coup, que n'importe quel cri. Elle montrait qu'à cet instant, sous leurs yeux, quelque chose de bien plus précieux que des liens familiaux venait de se briser. L'âme d'un enfant. Ils ne voyaient plus un père, un oncle, une grand-mère. Ils voyaient des monstres. Et ils cherchaient juste à savoir lequel était le pire. À ce moment, Blanca comprit que sa guerre pour la vérité avait infligé à son fils une blessure qui ne guérirait peut-être jamais. Elle eut l'impression de ne plus respirer. Elle fit un pas vers Cédric, tendit la main, mais il recula. Elle ne dit rien, ni à Félix, ni à Nestor, ni à Renata. Elle posa juste sa main sur l'épaule de son fils, le tourna et l'emmena dehors. Personne ne tenta de les retenir. Elle l'installa dans la voiture, attacha sa ceinture. Il ne résista pas, ne pleura pas. Il était comme une poupée. Tout le trajet jusqu'à leur misérable appartement, il resta muet. Blanca tenta de parler, de murmurer des phrases vides pour le rassurer, lui dire que tout irait bien, qu'elle était là. Il ne répondit pas. Il fixait la vitre, regardant les lumières de la ville défiler. En rentrant, il passa directement dans la chambre,
s'assit sur le canapé et serra son ours en peluche. Dès ce jour, il cessa de parler. Complètement. Au début, Blanca crut que c'était le choc, que ça passerait. Elle voulut être patiente. Elle lui préparait ses crêpes préférées, lui lisait des histoires, mettait des dessins animés. Il mangeait, écoutait, regardait. Mais il ne disait pas un mot. Il errait dans l'appartement comme une ombre. Il se levait, se lavait, s'habillait, mangeait. Puis il s'asseyait à la table et dessinait. Ses dessins changèrent. Avant, il dessinait des voitures, des super-héros, des dinosaures. Maintenant, ce n'était que des gribouillages noirs, furieux, enchevêtrés dans un chaos oppressant. Comme si toute la douleur et l'horreur qu'il ne pouvait exprimer s'échappaient sur le papier. Une semaine passa. Le silence dans l'appartement devint presque tangible. Il pesait, étouffait. Blanca parlait toute seule, juste pour briser ce mutisme. Elle parlait à Cédric, sachant qu'il ne répondrait pas. La nuit, quand il s'endormait, elle restait assise près de son lit et pleurait doucement, sans bruit, pour ne pas le réveiller. Elle sentait qu'elle le perdait. Il était là, mais en réalité absent. On le lui avait volé. Pas physiquement, mais moralement. La famille Lefebvre lui avait pris non seulement son mari, sa maison et son travail. Il lui arrachait aussi son fils, son âme. Quand arriva le moment de retourner à l'école, Blanca fut saisie de panique. Elle ne pouvait pas envoyer dans cet état. Mais le garder à la maison serait un prétexte de plus pour les services sociaux. Elle l'habilla, le conduisit en classe. Il entra sans même se retourner. À la mi-journée, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Blanca Lefebvre. Bonjour, ici Rita Plumeur, la directrice de l'école. Pourriez-vous venir, s'il vous plaît? La voix de la directrice était sèche, officielle. Le cœur de Blanca s'effondra. Elle lâcha touter, une demi-heure plus tard, elle était dans son bureau. Rita Plumeur, une femme corpulente en tailleur strict, était assise derrière son bureau. À côté d'elle se tenait Cédric. Il ne regardait pas Blanca. Il fixait le sol. « Que s'est-il passé ?» demanda Blanca, la voix tremblante. « Cédric s'est battu, » dit la directrice sans détour. À la récréation, avec un garçon d'une autre classe, Blanca fixa son fils. Il n'avait pas une égratignure. « Il est blessé ?» « Non, Cédric n'a rien, » répondit Rita sèchement. « C'est l'autre enfant qui a souffert. Il a une morsure profonde au bras et des griffures sur le visage. Nous avons dû appeler l'infirmière. » Blanca était sous le choc. Cédric n'avait jamais été bagarreur. C'était un enfant calme, discret. Mais comment? Pourquoi? D'après ce que m'ont raconté les autres élèves, la directrice hésita un instant, cherchant ses mots. Ce garçon lui a dit quelque chose sur votre famille. Quelque chose qu'il a sûrement entendu de ses parents. Sur le fait que votre mari vous aurait quitté. Cédric n'a pas prononcé un mot. Il s'est jeté sur lui, en silence. Il a fallu 2 enfants pour les séparer. Rita soupira lourdement et fixa Blanca droit dans les yeux. Blanca, je comprends. Les problèmes familiaux, le divorce, c'est difficile. Mais le comportement de votre fils, il nous inquiète sérieusement. Cette agressivité, son mutisme complet, ce sont les signes d'un traumatisme psychologique profond. Elle marqua une pause. Ses prochaines paroles tombèrent comme une sentence. Vous comprenez que, légalement, notre établissement est tenu de signaler tout signe d'instabilité familiale au service de protection de l'enfance. La protection. Ce mot explosa dans la tête de Blanca. C'était la fin. C'était le levier que Renata pourrait utiliser pour la détruire définitivement. Il ne s'agissait plus seulement de savoir avec qui vivrait Cédric. Il s'agissait du risque qu'on le leur retire à tous les deux. Qu'ils soient placés en famille d'accueil pendant la procédure. Ils allaient prouver qu'elle était une mère instable, sans travail, incapable de gérer son fils et responsable de son effondrement. La peur qu'elle ressentit à ce moment-là était différente. Froide, claire, parfaitement lucide. Elle récupéra Cédric, et tout le chemin du retour une seule idée battait dans sa tête, se défendre ne suffisait plus. Le jeu en défense était perdu. Le temps que le procès arrive, le temps que son avocat rassemble des papiers, il lui prendrait son fils. Elle était acculée. Et une bête acculée n'essaie plus de se protéger. Elle attaque. De retour à l'appartement, elle installa Cédric avec ses crayons. Puis elle s'assit à table. Elle n'avait plus ni larmes, ni désespoir. Seulement une résolution glaciale, limpide comme du cristal. Elle comprit qu'elle menait la guerre sur le mauvais terrain. Elle avait voulu prouver sa vérité, défendre son honneur. Quelle absurdité! Dans le monde de Renata, il n'y avait ni honneur, ni vérité.
Seulement le pouvoir. Et pour gagner, il fallait frapper à la source de ce pouvoir. Elle prit son téléphone. Chercha un numéro. Renata. Ses doigts ne tremblaient pas. Elle inspira profondément et appuya sur appel. Renata décrocha presque aussitôt. J'écoute. Renata, c'est Blanca. Je vous appelle pour vous dire que les règles du jeu ont changé. La voix de Blanca était calme, froide comme l'acier. Ni supplication, ni colère. Juste un constat. Un silence tomba de l'autre côté. Qu'est-ce que tu veux dire? Aujourd'hui, j'ai été convoquée à l'école, continua Blanca. À cause d'une bagarre où Cédric s'est impliqué. L'école va prévenir les services sociaux. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la guerre que vous avez déclenchée menace directement mon fils. Et je ne le permettrai pas. Et que comptes-tu faire? Dans la voix de Renata perçait une moquerie. Je vais finir cette guerre. Tout de suite, dit Blanca. Ces documents de la clinique, je pensais qu'ils concernaient seulement la réputation de la famille. Je me trompais. Je les ai montrés à une connaissance, un conseiller financier. Elle fit une courte pause, imaginant Renata se raidir. Il m'a dit que révéler publiquement qu'un héritier d'Empire est né d'un accord secret orchestré par sa propre dirigeante, ce n'est pas seulement un scandale. Dans le langage des affaires, ça s'appelle risque de réputation majeure. C'est ce qui pousse les banques à revoir leur crédit. Ce qui fait suspendre des contrats à plusieurs millions. Ce qui peut faire chuter les actions d'une société, si elle est cotée. Le silence au bout du fil devint absolu. Imaginez, Renata, ce qui arrivera quand votre principal créancier ou votre partenaire clé sur un nouveau chantier recevra une copie anonyme de ces documents. Juste pour information. Blanca parlait lentement, chaque mot empoisonné. Ils ne chercheront pas qui a tort ou raison. Ils voudront seulement protéger leur argent. Elle inspira et porta le coup final. Donc il ne s'agit plus de laver mon nom, ni de décider avec qui restera Cédric. Il s'agit de savoir si votre empire de construction, que vous avez bâti toute votre vie, survivra. Le choix est à vous. Vous avez 24 heures pour stopper la procédure de garde et cesser toute pression sur moi. Sinon, ces documents vivront leur propre vie. Et je ne pourrai plus rien contrôler. Sans attendre de réponse, Blanca mit fin à l'appel. Elle avait franchi le Rubicon. Ce n'était plus de la défense. C'était du chantage. Et elle venait de pointer l'arme droit sur le cœur de sa belle-mère, son entreprise. Elle attendit. Attendit l'appel de Renata. Attendu l'appel de Carvalho. Attendu un signe quelconque. Mais le téléphone resta muet. Le matin, elle déposa Cédric à l'école, toujours muet, puis rentra à l'appartement et resta collée à sa tablette, actualisant sans cesse les pages des sites d'infos locaux. Elle cherchait la preuve que sa menace avait porté. Et elle la trouva. Vers midi, sur le principal portail économique de la ville, apparut une courte note. Le titre semblait banal. Un important contrat municipal pour la construction d'un nouveau quartier pourrait être réexaminé. Mais dans l'article, parmi les phrases prudentes sur la nécessité de vérifier la stabilité financière de l'entreprise, un nom surgissait, Lefebvre Construction. Une source anonyme de la mairie évoquait une situation instable au sein de la direction, qui pourrait retarder le chantier. C'était ça. Son tir avait atteint la cible. La rumeur qu'elle avait lancée sous forme de menace commençait déjà à se répandre, comme des cercles sur l'eau, et à affecter les affaires réelles. Quelqu'un, parmi les partenaires ou les fonctionnaires, effrayés par un éventuel scandale, avait préféré se protéger. L'empire de Renata, qui paraissait inébranlable, venait d'avoir sa première fissure. Blanca ressentit un frisson de satisfaction cruelle. Mais les 24 heures étaient passées, et Renata n'avait pas appelé. Ce silence devenait inquiétant. Avait-elle décidé qu'elle pouvait gérer la situation? Avait-elle ignoré l'ultimatum, pensant étouffer l'affaire par ses méthodes habituelles? L'angoisse recommença à miner la confiance de Blanca. 2 jours, elle vécut sur des aiguilles. Elle récupérait Cédric à l'école, préparait le dîner, faisait les devoirs avec lui tout en pilote automatique. Son esprit était ailleurs. Elle repassait son entretien avec Renata encore et encore. Avait-elle été trop loin? Avait-elle sous-estimé sa belle-mère? Puis, le 3e soir, alors que Cédric dormait déjà et que Blanca lavait la vaisselle, le téléphone sonna. Yvonne Fontaine. Blanca s'essuya les mains en vitesse et décrocha, le cœur battant d'appréhension. Blanca, c'est Yvonne. La voix de l'infirmière était tendue mais ferme. Elle m'a retrouvée. Ces quelques mots glacèrent Blanca. Renata? Oui, confirma Yvonne. Directement à l'hôpital où je travaille. Elle est arrivée dans sa voiture noire avec chauffeur.
Vous imaginez l'audace? Elle est entrée dans la salle du personnel comme si elle était chez elle. Elle m'a demandé de sortir un instant. Yvonne reprit son souffle. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas menacé. Elle parlait comme si elle me faisait l'offre la plus généreuse de ma vie. Elle sait que je connais vos documents. Et elle m'a proposé de l'argent. Combien? Souffla Blanca. 500 000 €, répondit Yvonne. Elle a dit qu'elle pouvait me les apporter en liquide dès demain. 500 000 pour signer un papier. Quel papier? Une déclaration officielle pour le tribunal. Un affidavit, comme elle l'a nommé, dans lequel je dirais que j'ai menti sur vous, que je ne me souviens de rien d'il y a 9 ans, ou que tout s'est passé autrement, que c'est vous qui m'avez poussé, en me promettant une récompense. Elle voulait que j'atteste que j'étais un faux témoin et que vous étiez une maîtresse chanteuse. Blanca resta muette. C'était typique de Renata. Si tu ne peux pas détruire la preuve, détruis le témoin. Pas physiquement, moralement. Acheter sa conscience, son passé, sa vérité. Un demi-million d'euros pour Yvonne, avec son maigre salaire d'infirmière provinciale, c'était une nouvelle vie. Un appartement, une retraite paisible. Tout ce que Renata lui avait volé. Qu'avez-vous répondu? Demanda Blanca, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Yvonne ricana dans le combiné, un rire amer. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas assez d'argent pour racheter les années de vie qu'elle avait volées à ma mère. Et je lui ai conseillé poliment de partir avant que j'appelle la sécurité. Elle m'a regardée comme si j'étais folle. Elle ne comprend pas qu'on puisse refuser une telle somme. Renata était partie. Mais elle avait laissé derrière elle un poison. Elle avait montré qu'elle ne s'arrêterait pas. Qu'elle continuerait à presser, chercher les failles, acheter, intimider. Merci d'avoir appelé, Yvonne. Merci de ne pas avoir cédé, dit Blanca avec sincérité. Je vous l'avais dit, j'ai mon compte personnel avec elle, répondit l'infirmière d'un ton ferme. Blanca raccrocha et s'assit. Elle ne ressentait plus ni peur, ni panique. Elle sentait en elle grandir un feu glacé de triomphe. Parce que, dans sa tentative désespérée de colmater une brèche, Renata venait d'ouvrir une faille bien plus grande dans sa coque. Elle venait de faire exactement ce que Blanca et son avocat attendaient. Elle se rappela ce que Carvalho lui avait dit après sa première rencontre avec Yvonne. Les gens comme les Lefebvre agissent toujours pareil, avait alors lancé l'avocat cynique en se frottant les mains. Quand ils comprennent que l'infirmière est de votre côté, ils essaient de l'acheter. C'est un réflexe. Et nous devons être prêts. Suivant son conseil, Blanca revit Yvonne. Pas dans un café d'autoroute cette fois, mais dans un bureau impersonnel du centre-ville. Elle n'était pas seule. Il y avait un notaire, trouvé par Carvalho, et un jeune homme avec une caméra professionnelle sur trépied. Yvonne s'assit face à l'objectif. Le notaire posait les questions, et elle répondait calmement, regardant droit dans la caméra. Elle raconta tout. Depuis le jour où Renata était arrivée à la clinique avec une Blanca terrifiée. Le donneur, qui n'était autre que le cadet, Nestor. L'ambiance de secret. Les ordres personnels de Renata de détruire toute trace. Son licenciement soudain. Son nom rayé partout dans la région. Sa mère malade, privée de soins. Ce n'était pas une simple conversation enregistrée. C'était un témoignage officiel, authentifié par un notaire. Chaque mot consigné. L'enregistrement scellé dans une enveloppe devant témoin. Et maintenant, après la visite de Renata à l'hôpital, cette déposition prenait un poids tout autre. La tentative de corrompre un témoin clé, juste après ses déclarations officielles sous serment, ce n'était plus un simple jeu sale. C'était un crime. Une entrave à la justice. Renata croyait acheter le silence. En réalité, sans le savoir, elle avançait droit dans le piège que Blanca avait tendu. Elle venait de signer la preuve de sa culpabilité, de sa panique et de ses méthodes criminelles. Blanca prit son téléphone et appela Carvalho. « Philippe, j'ai des nouvelles, dit-elle. Le poisson a mordu à l'hameçon. » Après cet appel, Blanca sentit que le nœud autour du cou de Renata s'était resserré encore plus. L'avocat exultait. Il parlait de pression sur témoins, d'entrave à la justice, de tous les motifs possibles pour saisir le procureur. Mais Blanca ne l'écoutait qu'à moitié. Sa victoire avait un goût amer. Cédric ne parlait toujours pas. Chaque matin, elle l'accompagnait à l'école comme à un champ de bataille, et chaque après-midi, elle le récupérait en craignant un nouvel appel de la directrice. Ses succès stratégiques contre Renata n'apportaient aucun réconfort à son fils. Le soir, il s'enfermait toujours dans ses dessins noirs et furieux. Elle suivait à peine les nouvelles des Lefebvre. Elle savait que, dans cette famille, se jouait une guerre civile silencieuse mais impitoyable. Carvalho la tenait informée.
La procédure de divorce et de garde était gelée. L'avocat de Félix avait demandé une pause, évoquant la nécessité de clarifier les demandes à la lumière des nouveaux éléments. C'était le jargon juridique pour dire qu'ils étaient perdus. Chaque mouvement devenait dangereux. De Félix, plus rien. Blanca devinait son état. Tout son monde s'était effondré. L'homme qu'il croyait être son père ne l'était pas. Le frère qu'il jalousait s'était révélé traître. Sa mère, à laquelle il avait toujours obéi, était une manipulatrice monstrueuse. Il était brisé, humilié. Et surtout seul. Nestor ne lui adressait plus la parole, et Renata l'avait visiblement désigné comme bouc émissaire. Blanca n'y pensait presque pas. Il appartenait à son passé, simple pion dans un jeu qui ne lui appartenait plus. Un soir tard, alors qu'elle s'apprêtait à se coucher, son téléphone sonna. Numéro masqué. Blanca se tendit. D'habitude, ses appels venaient du camp ennemi. Elle décrocha, prête à encaisser insultes ou menaces. « Allô, Blanca ?» La voix était basse, rauque, méconnaissable. « C'est Félix. » Elle se figea. Elle n'avait pas entendu sa voix depuis le jour où il avait supplié de revenir. Alors, il y avait de la panique. Aujourd'hui, seulement une fatigue sourde, infinie. « Qu'est-ce que tu veux, Félix ?» demanda-t-elle froidement. « Je dois te parler, bredouilla Théil. Pas au téléphone. En face. Tu peux ? Nous n'avons rien à nous dire. Mon avocat gère tout. S'il te plaît. » Dans sa voix, une note inconnue d'elle, pas un ordre, pas une exigence, mais une vraie supplique humaine. « Ce n'est pas pour le divorce. C'est pour tout le reste. Je viendrai où tu veux. Seul. » Il y avait dans son ton quelque chose qui la poussa à accepter. Pas de la curiosité. Une intuition que c'était important. Dans une demi-heure. Au square, devant le cinéma Victory. Je serai sur le banc près de la fontaine. Elle choisit ce lieu exprès. Fréquenté, bien éclairé. Elle ne lui faisait pas confiance. Elle ignorait de quoi il était capable dans son état. Elle arriva un peu en avance, s'assit sur un banc central d'où l'on voyait toute l'allée. Il apparut pile 30 minutes plus tard. Blanca eut du mal à le reconnaître. Il avait maigri, le visage creusé. Son manteau de luxe pendait sur lui comme sur un cintre. Mal rasé, les cheveux en bataille. Il n'avait plus rien du fils brillant d'une femme d'affaires. Il ressemblait à un vagabond. Il passa devant elle sans la voir, alla s'asseoir sous un lampadaire, la tête entre les mains. Blanca l'observa quelques minutes. Il ne jouait pas la comédie. Il était brisé. Elle se leva et s'approcha. Félix. Il sursauta, leva la tête. Ses yeux, sous la lumière, étaient vides. Blanca. Merci d'être venue. Ils restèrent silencieux un moment. Lui fixait l'ombre, elle le regardait. Je sais tout, dit-il enfin, sans la regarder. À propos de Nestor. De maman. De la clinique. Elle m'a tout raconté. Sa version, évidemment. Où elle est la sainte et les autres des traîtres. Il eut un sourire amer. Tu sais le pire ? J'ai presque voulu la croire. C'était plus facile d'imaginer Nestor responsable. Que c'était son plan pour m'humilier. Plus simple que d'admettre que ma mère m'a menti toute ma vie. Depuis le début. Il tourna vers elle un regard plein de larmes. Je n'ai jamais pu avoir d'enfant, Blanca. C'est elle qui me l'a dit. Bien avant notre mariage. Elle a dit que ce serait notre secret. Qu'on trouverait une solution. Et puis elle nous a utilisés. Toi, moi, lui. Comme des pions dans son jeu. Il s'interrompit, avala difficilement. Je ne suis plus rien, Blanca. Elle m'a chassé de l'entreprise. Je l'ai mes comptes. Nestor me hait, et je le hais. Je vis seule dans mon vieil appartement en ville. Et je bois. Tous les jours. Parce que si je ne bois pas, je pense. Et c'est insupportable. Blanca écoutait, sans ressentir ni triomphe ni pitié, seulement un vide glacial. Cet homme qui avait voulu lui arracher son fils était à son tour victime du même système qui avait failli la broyer. « Pourquoi tu me dis tout ça, Félix ?» demanda-t-elle. Il plongea son regard dans le sien. Elle y vit quelque chose de nouveau. Ni haine, ni rancune. Mais une lucidité désespérée. « Parce que tu es la seule qui comprenne, » dit-il doucement. « Toi aussi, tu as été son pion. Toi aussi, tu as vu son vrai visage. Et tu es la seule qui ait osé lui résister. » Il se pencha vers elle, la voix basse, tendue. « Je ne t'appelle pas pour demander pardon. Je ne le mérite pas. Je t'appelle pour proposer un marché. » « Un marché ? Une alliance, rectifia Théil. «
Je veux t'aider. Je veux la détruire. Pas par vengeance. Mais il hésita, cherchant le mot, pour une chance. Une chance de réparer au moins quelque chose. Blanca le fixait, essayant de deviner si c'était un piège ou non. Et qu'est-ce que tu peux bien m'offrir? Tout, souffla-t-il. Je retirerai ma demande de garde. Je témoignerai au tribunal. Je raconterai tout ce que je sais. Ses manipulations, ses mensonges, la façon dont elle m'a monté contre toi. Je te donnerai tout ce que j'ai contre elle. Et crois-moi, j'ai des choses. Il parlait vite, nerveusement, de peur qu'elle ne l'interrompe. En échange, je ne demande qu'une seule chose. Aide-moi pas pour revenir avec toi. Pas pour refaire une famille. Aide-moi à mériter seulement le droit d'être dans la vie de Cédric. Pas en père, je n'en ai plus le droit. Mais en oncle. Juste l'oncle Félix, qui l'aimera et qui fera tout pour le protéger de cette famille. Il la regardait avec une telle lueur désespérée que Blanca en eut le souffle coupé. Dans ses yeux, elle ne vit plus un manipulateur ni un ennemi, mais un homme brisé, malheureux, qui avait tout perdu et s'accrochait à sa dernière chance un maigre espoir d'expiation. Elle comprit que ce n'était pas un piège. C'était une capitulation. Totale et sans condition. Son plus grand adversaire dans cette guerre, celui qui avait incarné son humiliation et sa peur, venait de basculer de son côté. Et il apportait avec lui une arme capable de porter le coup final. Blanca observa Félix, assis devant elle sous la lumière pâle du réverbère. Il ressemblait à un chien battu cherchant un maître. Mais dans ses yeux, derrière le désespoir, brûlait autre chose, une résolution acharnée. Celle d'un homme qui n'a plus rien à perdre. « Je vais y réfléchir », dit-elle enfin. C'était la seule phrase qu'elle parvint à prononcer. Elle ne pouvait pas lui répondre tout de suite. Trop de choses s'étaient passées. Trop de blessures. Elle se leva et s'éloigna sans se retourner. Tout le trajet du retour, elle repassait ces mots dans sa tête. Une alliance avec Félix. C'était impensable. Il l'avait trahi, humilié, tenté de lui arracher son fils, et maintenant il osait proposer une alliance? Et pourtant, elle sentait qu'il ne mentait pas. Il avait été brisé. Et brisé par la même femme qui avait essayé de la détruire, elle. Cela faisait deux ennemis d'un même ennemi. Et c'est bien connu, c'est la base la plus solide pour une alliance. Le lendemain, elle appela Carvalho et lui raconta tout. L'avocat resta silencieux, attentif. Blanca s'attendait à ce qu'il éclate de rire ou qu'il déclare que c'était une mise en scène. Mais il prit les choses étonnamment au sérieux. « Ne refusez pas trop vite », dit-il après une longue pause. « Cela pourrait être notre plus grand atout. Un homme de l'intérieur. Il connaît toutes leurs faiblesses. Mais ne lui faites pas confiance trop vite. Dites-lui que vous êtes prête à écouter sa proposition, mais uniquement en ma présence. On verra bien ce qu'il apportera. » Blanca transmit les paroles de l'avocat à Félix. Il accepta sans hésiter. La rencontre fut fixée 2 jours plus tard dans le bureau de Carvalho. Mais cette rencontre n'eut jamais lieu. Renata frappa la première. Elle avait des yeux et des oreilles partout. La vieille domestique, au service des Lefebvre depuis des décennies, dévouée corps et âme à sa maîtresse. C'est probablement elle qui rapporta à Renata l'appel nocturne entre Félix et Blanca. Pour Renata, ce fut la goutte de trop. Son fils aîné, son pilier fragile, mal aimé, mais son pilier malgré tout avait osé comploter avec l'ennemi juré de la famille. C'était une trahison. Et elle réagit avec sa cruauté habituelle. Le lendemain de l'appel de Félix à Blanca, Renata convoqua en urgence le conseil d'administration de Lefebvre Construction. Elle y annonça l'exclusion immédiate de Félix Lefebvre du conseil et sa destitution du poste de directeur adjoint pour atteinte à la réputation de l'entreprise. Une humiliation publique. Mais elle n'en resta pas là. Le même jour, ses avocats envoyèrent des notifications à toutes les banques où Félix possédait des comptes. Sur ordre de Renata, en tant que gestionnaire du trust familial, tous ses comptes personnels et professionnels furent gelés. À midi, il ne pouvait même plus payer un café. Ses cartes de crédit n'étaient plus que du plastique inutile. Elle l'avait coupé de l'argent. Totalement. Le soir, quand Félix se présenta à la maison familiale pour exiger des explications, les gardes refusèrent de le laisser entrer. On lui dit simplement que Renata ne voulait plus le voir. Elle l'avait rayé. Pas seulement des affaires, mais de la famille. Elle en avait fait un fantôme. Ce geste, censé l'écraser et l'obliger à ramper en suppliant son pardon, eut l'effet inverse. Ce fut le dernier clou dans le cercueil de sa peur. Renata croyait qu'en lui retirant argent et statut, elle l'affaiblirait. Elle se trompait. En le dépouillant de tout, elle l'avait libéré. Et rendu dangereux. Ce même soir, Félix appela de nouveau Blanca.
Sa voix avait changé. Plus de fatigue, plus de supplication. Elle vibrait d'une colère froide et contenue. Elle sait tout, dit-il d'emblée. Elle m'a jeté dehors. De l'entreprise, de la famille. Elle a gelé tous mes comptes. Je suis officiellement ruinée. Félix, je suis désolée, commença Blanca. Ne le sois pas, l'interrompit-il. Ne me plains pas. Elle croyait m'effrayer. Mais elle m'a libérée. Je n'ai plus rien à perdre, Blanca. Absolument rien. Un silence. Puis, j'arrive. Maintenant. Chez toi. J'apporte ce que j'ai promis. 1 heure plus tard, il était devant son immeuble. Il monta dans son appartement miteux et jeta un coup d'œil autour. Pas de dédain, pas d'étonnement. Juste un hochement de tête, comme si c'était normal. Dans ses mains, un vieux cartable en cuir usé. Il s'assit sur une chaise de la cuisine, celle où Blanca avait passé tant de nuits blanches, et ouvrit le cartable. Il en sortit plusieurs gros cahiers reliés. « Qu'est-ce que c'est » demanda Blanca. « Mes journaux intimes » répondit-il. « J'ai toujours écrit. Depuis ma jeunesse. Une manie stupide. J'y notais tout ce qui se passait. » Il posa les cahiers sur la table. « Celui-ci, dit-il en tapotant du doigt, c'est pour cette année-là. Il y a 9 ans, quand j'ai découvert mon problème. J'étais désespérée. Je ne savais pas quoi faire. Et j'ai tout écrit. Chaque conversation avec maman. Chaque phrase qu'elle prononçait. Ses doigts tournaient lentement les pages couvertes d'une écriture serrée, nerveuse. Regarde. Il trouva la bonne page. Juin. Maman a dit qu'il y avait une solution. Une méthode spéciale, privée. Elle m'a dit de ne pas entrer dans les détails. De simplement lui faire confiance. Qu'elle s'occuperait de tout. Que c'était pour la famille. Et là, 1 semaine plus tard. Nouvelle conversation avec elle. Elle insiste. Elle dit que c'est ma seule chance de devenir père, et pour elle d'avoir un petit-fils. C'est étrange. Elle est devenue si insistante, presque obsédée par cette idée. Il leva les yeux vers Blanca. Tout est là. Ses mots à elle. Toute sa manipulation psychologique. Comment, pas à pas, elle m'a convaincue que c'était normal. Que c'était juste. Que c'était nécessaire. Elle ne m'a jamais menacée. Elle a agi plus subtilement. Elle a appuyé sur ma culpabilité, ma honte, mon désir d'être normale. Blanca fixait ses pages couvertes d'encre, le souffle coupé. Ce n'était pas juste un témoignage. C'était la chronique d'un crime. Une chronique de violence psychologique, consignée jour après jour par la victime elle-même. Les documents de la clinique prouvaient le fait. Le témoignage d'Yvonne prouvait le complot. Mais ces journaux, eux, prouvaient l'intention. Ils révélaient tout le mécanisme de manipulation que Renata avait utilisé pour atteindre son but. Dans sa rage de punir son fils rebelle, Renata avait commis une erreur fatale. Elle pensait qu'en le coupant d'argent, elle le neutraliserait. En réalité, elle lui avait libéré les mains et transformé une victime brisée en accusateur sans peur. Elle lui avait donné elle-même l'arme la plus terrible contre elle, sa douleur, noir sur blanc. Blanca regardait la pile de journaux posée sur la table de cuisine. C'était la carte d'un champ de mines, celui sur lequel Renata avait bâti son empire. Une carte dessinée par la main de son propre fils. Félix était assis en face, amaigri, mais avec une lueur nouvelle et décidée dans les yeux. Il avait joué son coup. À elle maintenant de jouer. D'accord, dit-elle. J'accepte ton offre. Mais à mes conditions. J'accepte tout, répondit-il sans hésiter. Premièrement, officiellement, par ton avocat, tu retires la demande de garde et tu acceptes toutes mes conditions pour le divorce. Deuxièmement, tu remets ces journaux à mon avocat et tu signes une déposition officielle confirmant tout ce qui est écrit. Il hocha la tête. Je le ferai. Et ta condition ? Pour Cédric ? Blanca le regarda. À cet instant, elle ne voyait plus l'homme qui l'avait humiliée, mais juste un père qui avait perdu son fils. Si tu fais tout ce que tu as promis, dit-elle lentement, je n'empêcherai pas Cédric de te voir. Mais pas maintenant. Pour l'instant, il a besoin de calme. Quand tout ça sera fini, on en reparlera. Mais ce sera lui qui décidera. Lui seul. Félix baissa la tête. Je comprends, murmura-t-il. Merci. Le lendemain, Blanca se rendit avec Félix au bureau de Carvalho. L'avocat, les voyant ensemble, eut un petit ricanement, mais une étincelle d'excitation brilla dans ses yeux. Il écouta Félix en silence, feuilleta les journaux, posa quelques questions sèches pour tester sa détermination. Félix répondit honnêtement, sans chercher à se justifier. Il était prêt. Eh bien, Renata,
murmura Carvalho en refermant le dernier cahier, il semble que vous ayez perdu. L'affaire n'était plus seulement gagnable. Elle devenait imparable. Ils avaient tout, les documents médicaux, le témoignage de la témoin, la tentative de corruption, et maintenant la confession du principal acteur, appuyée par ses propres écrits. Renata était prise au piège. Mais Carvalho choisit de ne pas se précipiter. Lancer tout ça au tribunal maintenant, ce serait tirer aux canonnes sur des moineaux, dit-il en arpentant son bureau. On gagnera la garde, c'est certain. Mais elle trouvera un moyen de s'en tirer. Elle dira qu'elle a agi sous le coup de l'émotion, par amour maternel. Et elle restera debout. Or nous, on ne veut pas juste gagner. On veut la couler. Il s'arrêta devant Blanca. Félix, vous étiez directeur adjoint. Vous aviez accès aux finances de l'entreprise ? Félix acquiesça. Aux opérations, oui. Mais pas à tout. Maman gardait toujours le contrôle stratégique. Le chef comptable ne répondait qu'à elle. C'est suffisant, dit Carvalho. Il faut trouver son talon d'Achille. Et pour des gens comme votre mère, c'est toujours le même, l'argent. Sur son conseil, ils engagèrent l'un des meilleurs experts financiers judiciaires de la ville. Un homme discret, portant des lunettes, nommé Oscar Marcus, qui ressemblait plus à un prof de maths qu'à un limier des chiffres. Blanca lui donna le peu d'argent qui lui restait de la vente des boucles d'oreilles. Quelques jours plus tard, ils se retrouvèrent au bureau de Carvalho, Blanca, Félix, l'avocat et Oscar. Félix avait apporté son ordinateur portable et plusieurs dossiers qu'il avait pu copier avant de perdre l'accès au système. Rapports annuels, bilans, mouvements de fonds. Oscar, silencieux, mit ses lunettes et se plongea dans son travail. Il ouvrait fichier après fichier, comparait les chiffres, griffonnait dans son carnet. Blanca, Félix et Carvalho attendaient en silence. 1 heure passa. Puis 2. Rien ne semblait bouger. Tout est clean, finit par dire Félix. À ma connaissance, elle a toujours payé ses impôts. L'entreprise est irréprochable. Elle en était fière. Oscar ne répondit pas. Il zooma sur une ligne d'un rapport et fixa longuement l'écran. Service de conseil, lut-il à voix haute. Montants importants, réguliers. Chaque trimestre. Versé à 3 sociétés différentes. Vega Consult, Horizon Project, Alpha Strategy. Ces noms vous disent quelque chose, Félix ? Félix fronça les sourcils. Vaguement. Maman disait que c'étaient nos partenaires. Des analystes qui lui préparaient des études de marché. Des analystes très chers, murmura Oscar. 500 000 € par an chacun. Pourquoi ? Où sont leurs rapports ? Où sont leurs travaux ? Je ne sais pas, admit Félix. Je ne les ai jamais vus. Oscar replongea dans l'écran. Ses doigts couraient sur le clavier. Il ouvrait des bases de données, vérifiait des coordonnées. Intéressant, dit-il au bout d'un moment. Les 3 sociétés sont enregistrées à la même adresse. Un petit centre d'affaires en périphérie. Et elles ont toutes la même fondatrice, une certaine Renata Popescu. Popescu ? Répéta Félix. Je ne connais pas. Moi je crois que si, murmura Blanca. Tous les regards se tournèrent vers elle. Renata Popescu, c'est le nom de jeune fille de Renata Lefebvre. Un silence pesant tomba dans le bureau. Carvalho et Félix la fixaient, stupéfaits. Oscar enleva ses lunettes et se frotta les yeux. Voilà, dit-il enfin. C'est une vieille combine. Classique. Des sociétés écrans, des contrats fictifs pour des services inexistants. L'argent sort de la boîte principale vers ces sociétés. Et de là, il remit ses lunettes et pianota de nouveau de là, il part sûrement ailleurs. Sur d'autres comptes. Probablement à l'étranger. Dans un joli petit paradis fiscal. Félix resta figé, le visage blême. Il fixait un point invisible. « Je n'arrive pas à y croire », murmura-t-il. Elle volait sa propre famille, sa propre entreprise. Pas sa famille, corrigea Carvalho d'une voix glaciale. Elle vous volait, vous et votre frère. Elle n'a pas seulement construit un empire. Elle s'est bâti un parachute doré personnel. Un trésor caché, à elle seule. Blanca écoutait et sentait son monde basculer. Cette guerre, commencée à cause d'une humiliation, d'une lutte pour son fils, prenait soudain une dimension bien plus large. Le secret de la naissance de Cédric n'était que la partie visible. Dessous se cachait quelque chose de plus sale, de plus froid, un calcul financier cynique. Renata ne se battait pas pour l'honneur de la famille ni pour une lignée. Elle protégeait sa source d'argent, son empire secret bâti sur le mensonge et le vol. « On peut le prouver ?» demanda Blanca à l'auditeur.
Oscar hocha la tête. Avec l'aide de Félix, oui. On peut suivre toute la chaîne. De Lefebvre Construction jusqu'au compte final, peut-être à Chypre ou aux îles Caïmans. Ça prendra du temps. Mais on y arrivera. Blanca croisa le regard de Carvalho. Dans ses yeux dansait déjà une lueur démoniaque. Il avait compris la même chose qu'elle. Il n'avait plus seulement une preuve d'immoralité. Il tenait la preuve d'un crime. Une fraude massive. Un détournement de fonds. Tout changeait. Elle n'avait plus seulement de quoi sauver son fils ou laver son nom. Elle avait de quoi envoyer Renata en prison. Longtemps. L'arme qu'elle venait d'obtenir était redoutable. Et la tentation de s'en servir, presque irrésistible. Les semaines suivantes, l'équipe de Blanca tourna comme une machine de guerre bien huilée. Carvalho dirigeait les opérations avec la fougue d'un général avant la bataille. Oscar, discret et méthodique, creusait. Avec l'aide de Félix, qui se souvenait des mots de passe et des fichiers, il franchissait barrière après barrière. Il démêlait le réseau de contrats fictifs et de comptes offshore. Chaque jour, le dossier grossissait. Félix était indispensable. Il s'investissait corps et âme. Il passait ses journées au bureau de Carvalho, répondait aux questions, aidait Oscar, signait des dépositions. Le soir, il rentrait dans son appartement vide et appelait Blanca. Pas pour parler de lui. Pour demander des nouvelles de Cédric. Est-ce qu'il parlait à nouveau? Comment ça se passait à l'école? Dans sa voix, il n'y avait pas de ton paternel. Juste une inquiétude discrète, coupable. Cédric parlait encore peu, mais il ne gribouillait plus ses feuilles de noir. Il avait recommencé à dessiner des maisons. De simples maisons avec un toit, une fenêtre, une cheminée. Pour Blanca, c'était un signe d'espoir. Quand toutes les preuves furent réunies, Carvalho convoqua Blanca pour un dernier entretien. Sur son bureau s'empilaient plusieurs dossiers épais. « Voilà », dit-il en tapotant dessus. « Nous avons tout. Les documents de la clinique. La vidéo d'Yvonne. Les journaux de Félix. Et le clou du spectacle, son dossier complet de malversation financière. De quoi la mettre 10 ans derrière les barreaux. Minimum. » Il leva les yeux vers Blanca. « Mon conseil, allons tout de suite au parquet. On dépose plainte, on joint les preuves, et la machine judiciaire démarre. Elle sera arrêtée, il y aura enquête, procès. Ce sera bruyant, sale, mais efficace. Vous obtiendrez tout ce que vous vouliez. Et même plus. » Blanca fixait les dossiers. Le parquet. Le tribunal. La prison. C'était logique, juste. Mais au fond d'elle, quelque chose résistait. Remettre ses preuves à un procureur anonyme? Laisser le système finir son combat? Après tout ce qu'elle avait traversé? Ça sonnait faux. Trop simple. Non, dit-elle doucement. Carvalho haussa un sourcil, surpris. Non? Vous ne voulez pas qu'elle paie? Après tout ce qu'elle vous a fait? Si, répondit Blanca d'une voix ferme. Mais pas comme ça. Je ne veux pas me cacher derrière un procureur. Je ne veux pas que cette histoire finisse noyée dans une rubrique judiciaire. Je veux la raconter moi-même. Carvalho la regarda, intrigué. Qu'est-ce que vous préparez, Blanca? C'est à ce moment-là qu'elle le vit. Dans le fil d'actualité, sur l'écran de son téléphone. Une grande bannière avec le visage souriant, trop retouché, de Renata. Le titre disait « Renata Lefebvre principale nominée au prix Homme d'affaires de l'année ». Le prix Homme d'affaires de l'année. L'événement le plus prestigieux du monde des affaires et de la vie mondaine de la ville. On y retrouvait tout le gratin, le maire, le gouverneur, les banquiers, les industriels, toute l'élite devant laquelle Renata adorait exhiber son pouvoir et sa réputation immaculée. C'était l'apogée de son triomphe, le symbole de son invincibilité. Et Blanca comprit. Voilà le final parfait. Pas une salle d'audience étouffante, mais une scène inondée de lumière, en direct. Voilà ce que j'ai en tête, dit-elle en tournant son téléphone vers Carvalho. L'avocat regarda la bannière, puis Blanca. Ses yeux s'écarquillèrent peu à peu en comprenant. « Vous vous êtes folle » murmura-t-il. « C'est insensé. On ne vous laissera même pas entrer. Et si par miracle vous entrez, la sécurité vous jettera dehors en une seconde. » « Non, » répondit Blanca calmement. « Pas si tout est fait correctement. » Dans sa tête, le plan prenait déjà forme. Audacieux, risqué, presque impossible. Mais le seul qui avait du sens. Elle ne voulait pas seulement la justice. Elle voulait la vengeance. Publique. Totale. Elle voulait arracher à Renata ce qui comptait le plus pour elle, pas sa liberté, pas son argent. Son image, son masque de bienfaitrice et de gardienne des valeurs familiales.
Et il fallait le faire au moment même où ce masque brillait le plus. « J'ai besoin de votre aide, dit-elle à Carvalho. Et de celle de Félix. » Carvalho la fixa quelques secondes, puis éclata de rire en se renversant dans son fauteuil. « Nom de Dieu, Blanca. Je savais que vous aviez du cran. C'est le plan le plus fou que j'ai jamais entendu. Et justement pour ça, il peut marcher. J'en suis. » Alors commença une véritable opération spéciale. Le problème principal, entrer à la cérémonie. Les billets étaient nominatifs et distribués des mois à l'avance. La liste des invités était validée par le comité d'organisation, où Renata avait ses pions. C'est là que Félix joua un rôle crucial. Même en disgrâce, il gardait de vieilles dettes de gratitude. Des gens qui lui devaient des services de l'époque où il était encore le prince héritier. Il passa des dizaines d'appels. Certains raccrochaient, d'autres refusaient, terrifiés. Mais un accepta. L'adjoint d'un directeur de banque sponsor de l'événement. Il devait une grosse somme à Félix, et au lieu de réclamer son argent, Félix demanda une seule faveur, un carton d'invitation. N'importe lequel. 3 jours plus tard, Blanca tenait son billet. Au nom d'une certaine Anna Smith, assistante du banquier. Sa place n'était pas au premier rang, mais tout au fond, à une table réservée à la presse et au personnel secondaire. Peu importait. Elle serait dedans. L'étape suivante fut la préparation de l'arme. Blanca n'allait pas hurler ni agiter des papiers. Le coup devait être net et imparable. Avec Carvalho et le technicien qui avait filmé Yvonne, ils préparèrent une présentation courte et fatale. 5 diapositives seulement. La première, une copie scannée du contrat de la clinique Vitamed, avec les noms de Nestor et Renata entourés en rouge. La deuxième, une photo tirée du journal de Félix, avec sa note sur la « solution spéciale » proposée par sa mère. La troisième, une image extraite de la vidéo d'Yvonne Fontaine, avec ce sous-titre « Je confirme que la procédure a été organisée par Renata Lefebvre à l'insu de son fils aîné ». La quatrième, un schéma simplifié des flux d'argent, de Lefebvre Construction aux sociétés écrans. Et la cinquième, finale, un relevé d'un compte offshore au nom de jeune fille de Renata, avec un solde de plusieurs millions d'euros. Cette présentation fut copiée sur une clé USB. Et grâce à un autre ancien contact de Félix, employé dans la société technique chargée de l'événement, la clé atterrit entre les mains de l'ingénieur son qui contrôlerait la régie. Contre une belle somme, il promit qu'au bon moment, il basculerait le signal et afficherait la présentation sur les écrans géants de la scène. Tout était prêt. Blanca savait qu'elle jouait son va-tout. Si quelque chose ratait, on l'accuserait de diffamation, de sabotage. Personne n'écouterait plus sa vérité. Renata, bien sûr, attendait un coup. Mais elle le guettait du côté du parquet. Elle se préparait à une guerre judiciaire, embauchait les meilleurs avocats. Elle n'imaginait pas que l'échafaud était déjà construit. Sur la scène même où devait avoir lieu son couronnement. Le jour venu, Blanca resta longtemps devant le miroir. Elle enfila une simple robe noire. Aucun bijou. Une coiffure stricte. Elle devait ressembler à une femme d'affaires calme, sûre, irréprochable. Elle contempla son reflet. Une femme qu'elle ne reconnaissait pas la fixait. Une femme prête à tout risquer pour reprendre sa vie. Elle embrassa son fils endormi et sortit sans bruit. Elle n'allait pas à une fête. Elle marchait vers sa dernière bataille. Elle entra dans le hall doré et illuminé de la Philharmonie. La salle était pleine. Ça sentait les parfums de luxe, le champagne et l'hypocrisie. Des hommes en smoking, des femmes en robe de soirée et en diamants. Tous souriaient, échangeaient des poignées de main, chuchotaient des conversations importantes. C'était le monde de Renata. Le monde qu'elle avait construit et dont elle était la reine. Blanca se sentait étrangère ici, et cela lui donnait de la force. Elle n'était pas une invitée. Elle était la sentence. Elle trouva facilement sa table au fond. De là, elle voyait parfaitement la scène, les immenses écrans et toute la salle. Elle aperçut Renata. Assise à la table centrale, entourée du maire, du gouverneur et des personnalités les plus influentes de la ville. Elle portait une robe d'un vert émeraude sombre, ses cheveux gris parfaitement coiffés. Elle était splendide. Elle souriait, recevait des félicitations, et dans chacun de ses gestes transparaissait la certitude de son invincibilité. Nestor était assis à côté d'elle, pâle et épuisé, comme une ombre. Un instant, leurs regards se croisèrent à travers la salle. Les lèvres de Renata se tordirent à peine en un sourire méprisant. Pour elle, Blanca n'était qu'un petit désagrément, une belle fille vaincue qui s'était faufilée par miracle dans son triomphe. Elle n'avait pas peur d'elle. Et c'était sa plus grande erreur. La cérémonie commença. Le maître de cérémonie, un jeune homme trop lisse, lançait des plaisanteries et des compliments aux invités. On remit d'abord des prix secondaires. Blanca restait immobile,
son cœur battant fort et régulier comme un métronome. Elle ne ressentait pas de peur. Juste un vide froid et sonore en elle. Elle était prête. Enfin, arriva le moment principal de la soirée. Le présentateur annonça avec emphase la nomination Homme d'affaires de l'année. Sur les écrans géants, un film commença. Un film sur Renata Lefèvre. Blanca regardait les images défiler. Renata sur un chantier avec un casque, Renata lors d'un gala caritatif remettant un chèque à un orphelinat, Renata entourée de sa famille souriante, des photos anciennes où Félix et Nestor étaient encore enfants. Une voix off parlait de sa volonté de faire, de sa contribution au développement de la ville, de ses valeurs familiales et de sa réputation impeccable. La salle retenait son souffle. C'était un mensonge parfait, diffusé en direct. Le film se termina. La salle explosa d'applaudissements. « Mesdames et messieurs, l'homme d'affaires de l'année est Renata Lefèvre », proclama solennellement le présentateur. Tout le monde se leva. Les ovations grondaient comme une tempête. Renata se leva à son tour. Elle avançait vers la scène, souriante, baignée dans la gloire. C'était le sommet de sa vie. Le moment de son triomphe absolu. Et à ce moment-là, Blanca se leva. Elle contourna calmement sa table et se dirigea vers l'allée centrale, vers le micro installé pour les questions du public. Personne ne faisait attention à elle, tous les yeux étaient fixés sur la scène. Renata monta sur scène. Elle prit des mains du présentateur la lourde statuette de cristal. Elle s'approcha du micro, prête à prononcer son discours de remerciement. Les applaudissements commencèrent à s'éteindre. Et là, Blanca atteignit le micro. Sa voix, amplifiée par les haut-parleurs, coupa le silence. « Je n'ai qu'une seule question pour la lauréate. » Sa voix était calme, mais résonna comme un coup de feu. Les applaudissements cessèrent aussitôt. Des centaines de têtes se tournèrent vers elle. Le présentateur la regarda, désemparé. « Excusez-moi, commença-t-il, les questions ne sont pas prévues au programme. » Renata s'immobilisa sur scène. Son sourire disparut. Elle fixait Blanca avec une incompréhension mêlée d'agacement. Blanca ignora le présentateur. Elle ne regardait que Renata. « Renata, pourriez-vous commenter le transfert de 800 000 € de la société Vega Consult vers un compte à Chypre, ouvert au nom de Renata Popescu, en mars dernier ?» La question était si précise, si inattendue, que la salle se figea. Renata pâlit. Ses yeux glissèrent vers la sécurité près de la scène. Elle leur fit un signe discret. « Excusez-moi, il doit s'agir d'un malentendu », tenta encore le présentateur. « La sécurité, veuillez. Peut-être que ceci vous aidera à vous rafraîchir la mémoire », lança Blanca, d'une voix claire. C'était le signal. Les écrans géants s'éteignirent une seconde. Puis une image apparut. La première, une copie du contrat de la clinique. Un souffle parcourut la salle. Les premiers rangs commencèrent à chuchoter. Sans élever la voix, Blanca commenta. « Il y a 9 ans, mon fils Cédric est né à la suite d'une procédure médicale payée et organisée par Renata Lefèvre. Le père biologique était son fils cadet, Nestor Lefèvre. Tout cela a été fait en secret, à l'insu de son fils aîné, mon mari Félix. » Les écrans changèrent d'image. Une page du journal de Félix apparut. Tout ce temps, Renata menait un jeu psychologique monstrueux, persuadant son fils stérile qu'elle cherchait une solution spéciale pour lui, alors qu'en réalité elle préparait ce complot dans son dos. Nouvelle image. Le visage d'Yvonne Fontaine, avec des extraits de son témoignage. Les témoins capables de dire la vérité étaient impitoyablement écartés. L'infirmière en chef de la clinique fut renvoyée et mise sur liste noire, perdant toute possibilité de travailler et de nourrir sa famille. Renata, sur scène, restait figée comme une statue. Son visage était blanc comme un drap. Elle regardait les écrans, puis la salle, et dans ses yeux brillait la terreur. Les agents de sécurité hésitaient, incapables de savoir quoi faire. « Mais pourquoi tout ça ?» continua Blanca, sa voix devenant plus dure. « Pour la famille ? Pour un héritier ? Non, pour l'argent. » Sur les écrans apparut un schéma des flux financiers. Des flèches partaient de Lefèvre Construction vers des sociétés fictives. Pendant des décennies, Renata Lefèvre a siphonné l'argent de l'entreprise familiale. Des millions. Le dernier slide apparut, un relevé de compte au nom de Popescu. Le montant final entouré en rouge. Elle volait ses propres fils, ses actionnaires, ses partenaires. Elle n'a jamais construit une entreprise familiale. Elle a construit son empire secret, son empire personnel. Voilà le vrai homme d'affaires de l'année, mesdames et messieurs. Une voleuse, une manipulatrice. La salle resta plongée dans un silence de mort. Personne ne bougeait. Tous fixaient la scène,
la femme qu'ils avaient encensée quelques minutes plus tôt, et les preuves de ses crimes projetés en grand. Le pouvoir de Renata, bâti sur la peur, l'argent et la réputation, s'évapora en 2 minutes. Il se dissout sous les projecteurs. Ses collègues, ses amis, ses ennemis tous la voyaient à nu. Blanca avait fini. Elle ne chercha pas à voir les réactions. Elle reposa calmement le micro sur son support. Le bruit résonna dans le silence comme un coup de tonnerre. Puis elle fit demi-tour et marcha vers la sortie. Elle ne regardait personne, mais elle sentait les gens s'écarter sur son passage. Elle traversa toute la salle, sortit dans le hall et poussa la lourde porte donnant sur la rue. L'air frais de la nuit lui caressa le visage. Elle inspira profondément. Tout était fini. Elle ne ressentait ni triomphe, ni joie, ni colère. Seulement un immense soulagement. Elle sortit son téléphone de son sac. Sur l'écran, la photo de Cédric. Il riait, plissant les yeux sous le soleil, ce jour au parc, une semaine avant ses 9 ans. Ce n'était pas une vengeance. C'était la justice. Elle n'avait pas détruit Renata. Elle avait simplement montré au monde qui elle était vraiment. Et le reste, le monde allait s'en charger. Elle rangea son téléphone et s'engagea dans la rue tranquille, vers chez elle. Vers son fils. Vers sa nouvelle vie. Voilà comment s'achève cette histoire intense et bouleversante, chers amis. Une histoire de trahison, de famille détruite, mais aussi de la force incroyable d'une femme décidée à se battre pour son fils et pour son honneur jusqu'au bout. Et comme toute grande histoire, elle laisse derrière elle beaucoup de questions. Qu'en pensez-vous? Blanca a-t-elle bien fait à la fin? Était-ce une juste rétribution, que Renata méritait, ou une vengeance froide et cruelle qui franchit toutes les limites? Peut-on justifier les méthodes de Blanca? Car au fond, elle a utilisé le chantage et l'humiliation publique pour arriver à ses fins. Ou peut-être que, face à un ennemi comme Renata, il n'y avait pas d'autre moyen que d'utiliser ses propres armes? Et que dire de Félix? Méritait-il la chance de rédemption que Blanca lui a accordée? Et selon vous, qui était le vrai monstre dans cette histoire? Votre avis est très important pour nous. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Discutons ensemble. Chaque histoire vit tant qu'on en parle. Si ce récit vous a touché, si vous avez vibré avec Blanca et son fils jusqu'au bout, soutenez notre chaîne en mettant un j'aime à cette vidéo. Votre soutien est notre plus belle récompense. Et abonnez-vous bien sûr, car d'autres histoires passionnantes, pleines de passion et de rebondissements inattendus, vous attendent. Nous vous souhaitons chaleur, paix dans vos familles et beaucoup de belles émotions. À très bientôt. À la fin de cette vidéo, au milieu de l'écran, une fenêtre apparaîtra. Cliquez dessus pour découvrir d'autres de nos histoires les plus captivantes.